Les marbres du palais de justice de Paris reflétaient la lumière matinale qui filtrait à travers les hautes fenêtres gothiques, créant des jeux d'ombre dansant sur le sol poli. Dans cet espace solennel, où l'écho des pas résonnait comme des tambours lointains, un vieil homme au dos courbé maniait son balai à franges en cercle lent et méticuleux. Son uniforme bleu délavé contrastait avec le luxe qui l'entourait. Les candélabres de bronze, les colonnes de pierre de taille, les portraits à l'huile de magistrats qui avaient jugé le destin de la France pendant plus d'un siècle. « Toi là-bas, arrête ce bruit !» tonna la voix du juge Ernest Valois depuis l'intérieur de la salle d'audience principale. Les têtes se tournèrent comme des tournesols vers le soleil. Avocats en costume à 3000 €, greffiers, avec des chaussures italiennes, stagiaires aux ambitions dorées, tous dirigèrent leur regard vers l'homme qui était devenu, contre sa volonté, le centre d'une humiliation publique. Élie arrêta son balai à franges, à mi-chemin. Ses mains, marquées par le temps et le travail, tremblèrent légèrement, sur le manche en bois éclaté. Ce n'était pas le mouvement de l'âge qui faisait trembler ses doigts, mais le poids familier de la honte. C'était comme si chaque goutte de désinfectant qui tombait au sol emportait avec elle un morceau de sa dignité. « Oui, monsieur le juge », murmura-t-il sans lever les yeux. Un rire nerveux se répandit parmi les jeunes stagiaires. Michel, un avocat fraîchement diplômé de l'université Panthéon-Assas, se pencha vers son collègue. « Ce vieux con. Il ne sait même pas qu'il fait beaucoup de bruit. » Le gardien de sécurité, debout près des détecteurs de métaux, hocha la tête avec cette expression universelle qui dit « Encore un jour, une nouvelle humiliation ». Pour lui, cette scène était devenue aussi routinière que le café du matin ou la fouille des sacs. Mais aucun d'eux ne savait qui était réellement cet homme. Aucun ne savait que 40 ans plus tôt, alors que la France rêvait de conquérir les étoiles aux côtés des superpuissances, Elie Morales avait conçu des systèmes de propulsion qui ont touché les frontières de l'espace. En 1968, pendant que le monde regardait vers la Lune, alors que la France se préparait pour les Jeux olympiques qui la mettraient sur la carte mondiale, Elie travaillait 12 heures par jour au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Ses calculs avaient aidé à lancer les premiers satellites météorologiques français. Ses plans étaient classifiés secret défense. Son nom apparaissait dans des rapports que seuls les directeurs généraux de l'industrie militaire lisaient. Les fusées qu'il concevait n'étaient pas seulement des machines, c'étaient des rêves faits d'acier. Chaque équation qu'il traçait sur son tableau noir était un pont entre la Terre et les étoiles, entre ce que la France était et ce qu'elle pourrait devenir. Au laboratoire, on l'appelait le calculateur, parce qu'il pouvait résoudre des problèmes de combustion solides dans sa tête tout en déjeunant. Mais quand Espérance, sa femme, commença à tousser du sang un matin froid de février 1973, le monde d'Elie s'effondra comme une fusée avec une défaillance de moteur. Le diagnostic fut implacable. Cancer du poumon en phase avancée. Les Sohn-Gestor, médecins de l'Institut Gustave-Roussy, parlaient à voix basse d'années, et non de décennies. Les chiffres qu'Elie avait maîtrisés toute sa vie, angle de trajectoire, coefficient de résistance, vitesse d'échappement, se transformèrent en chiffres cruels. Pourcentage de survie, coût de chimiothérapie, dose de morphine. Avec 2 jeunes enfants, Charles, 8 ans, et Marie, 5 ans, Elie prit la décision la plus difficile de sa vie. Il démissionna. Il échangea les plans d'ingénierie contre des uniformes bleus. Il échangea les laboratoires contre des couloirs qui sentaient le désinfectant et la défaite. « Papa, pourquoi tu ne construis plus de fusées ?» lui demanda Charles un soir, alors qu'Elie rentrait chez lui après avoir nettoyé des bureaux jusqu'à 11 heures. Elie s'assit sur le lit de l'enfant, ses mains rugueuses caressant les cheveux noirs de son fils. « Parce que les fusées doivent attendre. Maman a besoin de nous maintenant. » Les factures médicales s'accumulaient comme des nuages avant la tempête. La sécurité sociale couvrait le minimum, mais les médicaments expérimentaux, les seconds avis, les traitements, qui pourraient donner à Espérance quelques mois de plus. Tout cela coûtait plus que ce que gagnait un scientifique dans la France des années 70. Alors, Elie se consacra au nettoyage. Il nettoya les bureaux des ingénieurs qui résolvaient des problèmes qu'il aurait résolus en quelques minutes. Il nettoya les laboratoires où l'on développait des technologies qu'il avait imaginées des décennies auparavant. Il nettoya les traces d'un monde qu'il avait laissé derrière lui. Espérance vécut 2 ans de plus.
2 ans pendant lesquels Ellie prit soin d'elle comme s'il s'agissait d'un projet spatial, avec précision, dévouement et un amour qui défiait toutes les lois de la physique. Quand elle mourut, un matin pluvieux de mars, Ellie sentit qu'une partie de son âme s'était envolée dans l'espace sans lui. Il continua à nettoyer, plus par nécessité économique. Les enfants avaient grandi. Charles était devenu professeur et Marie infirmière, mais parce que nettoyer était devenu sa façon d'exister. Chaque surface qu'il polissait était une méditation. Chaque sol qu'il nettoyait était une prière silencieuse. Et ainsi il était arrivé au palais de justice, où jour après jour, invisible comme la vapeur qui s'élève du sol après la pluie, il nettoyait les traces d'un système qui jugeait mais ne comprenait pas. « Ellie, lui disait parfois son superviseur, Raymond, vous pourriez travailler à mi-temps comme les autres. Vous avez 72 ans. » Mais Ellie secouait la tête. « Le travail me maintient en vie. » Ce qu'il ne disait pas, c'est que le travail le maintenait aussi caché. Caché des souvenirs, caché de la tentation de regarder le ciel nocturne et de se demander ce qui aurait été, ce que ses mains auraient construit si le destin n'était pas intervenu. Sur les murs de son petit appartement dans le quartier du Marais, il n'y avait pas de diplôme, pas de photo avec des fonctionnaires, pas de récompense, seulement une petite photo d'Espérance à côté de son lit, et à côté, une fusée jouet que Charles avait construite à l'école primaire quand il croyait encore que son père pouvait toucher les étoiles. Ellie ramassa son balai à franges et s'éloigna des portes de la salle d'audience du juge. Son dos, courbé par des décennies passées à se pencher vers le sol, racontait l'histoire d'un homme qui avait autrefois regardé vers le haut et qui ne pouvait maintenant que regarder vers le bas, quand il passa devant le buste en marbre de Victor Hugo, qui surveillait le couloir principal avec des yeux aveugles. Ellie murmura les mots qu'il chuchotait chaque matin. « Monsieur le Président, j'ai moi aussi rêvé d'élever la France. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir atterri si durement. » L'écho de ses pas se perdait entre les couloirs du palais, tandis que le citoyen Elie Morales, ex-ingénieur spatial, poursuivait son invisible traversée d'un monde qui ne se souvenait plus qu'il avait autrefois touché les étoiles du bout de ses doigts. La routine d'Elie commençait chaque jour à 5 heures du matin, quand Paris dormait encore sous le manteau de poussière et de pollution qui l'enveloppait comme un drap sale. Son appartement dans le quartier du Marais était petit mais propre, un salon qui servait de salle à manger, une cuisine où tenait à peine une cuisinière à 2 feux, une salle de bain avec des carreaux écaillés et une chambre qu'il partageait avec les souvenirs. Le premier son du jour n'était pas son réveil, mais le bruit lointain du trafic sur le boulevard Haussmann. Ellie se levait avant que l'alarme ne sonne, comme si son corps avait mémorisé l'heure exacte à laquelle il devait se réveiller, pour affronter une nouvelle journée d'invisibilité. Il se douchait avec l'eau froide du ballon, car le chauffe-eau était tombé en panne il y a 6 mois, et le réparer coûtait 3 mois de son salaire. Pendant que l'eau glacée tombait sur son dos marqué par le temps et le travail, Ellie fermait les yeux et se rappelait les douches du centre spatial de Toulouse, où l'eau était toujours chaude et où, après la douche, il s'habillait d'une blouse de laboratoire pour affronter des équations qui défiaient la gravité. Son petit déjeuner était invariable, café noir avec du sucre, pain au chocolat acheté la veille à la boulangerie de M. Aurélien, et parfois un œuf au plate quand le budget le permettait. En déjeunant, il regardait par la fenêtre les dernières étoiles qui refusaient de disparaître avant l'aube. Dans ces moments-là, sans que personne ne puisse le voir, il chuchotait des noms de constellations. Cassiopée, Andromède, Pégase, comme s'il s'agissait d'une prière matinale. Le trajet jusqu'au palais de justice était un parcours d'1 heure en métro. Ellie montait à la station Hôpital Saint-Louis, où les quais étaient remplis d'infirmières, de médecins et d'employés qui commençaient tôt leur journée. Il s'asseyait toujours à la même place, quand il avait la chance de trouver une place assise, le dernier siège du côté droit, d'où il pouvait observer sans être observé. Pendant ce trajet, son passe-temps secret était de résoudre mentalement des problèmes de physique qu'il voyait dans les publicités ou dans les journaux que d'autres passagers lisaient. Quand il voyait une publicité pour un nouveau bâtiment, il calculait le poids de la structure. Quand le métro accélérait, il calculait les forces G qu'il expérimentait. C'était sa façon de maintenir vivante une partie de son cerveau que le monde croyait endormie. À la station Châtelet, il descendait avec des dizaines d'employés gouvernementaux.
Il marchait 3 pâtés de maison dans des rues qui sentaient les crêpes et les cafés, jusqu'à arriver au palais de justice, où le gardien de l'entrée, un homme nommé Robert qui y travaillait depuis 15 ans, le saluait toujours avec la même phrase. « Bonjour, monsieur Élie, encore une journée au paradis. » Élie souriait et répondait « Tous les jours sont comme on les planifie, Robert. » Le palais de justice était un bâtiment qui respirait l'histoire et l'arrogance à parts égales. Construit sous le Second Empire, ses couloirs étaient remplis de portraits d'hommes qui avaient décidé du destin de la France avec la distance de ceux qui n'avaient jamais eu faim. Les plafonds étaient si hauts que les conversations se perdaient avant d'arriver au sol, et les fenêtres laissaient entrer une lumière qui semblait toujours vous juger d'en haut. Élie connaissait chaque coin de ce bâtiment. Il savait que, dans le couloir principal, il y avait exactement 127 dalles de marbre de l'entrée aux escaliers principaux. Il savait que dans les toilettes du 2e étage, le robinet de l'évier du milieu goûtait exactement toutes les 3 secondes. Il savait que dans le bureau des archives, où personne n'allait jamais, il y avait une fenêtre d'où l'on pouvait voir la place de la Bastille par temps clair. Son superviseur, Raymond Perrin, était un homme d'une 50aine d'années qui avait fait de la supervision un art. Il était physiquement imposant, 1,80 m, une complexion robuste, des mains grandes comme des pelles, mais il avait le cœur d'un enfant qui avait appris à s'endurcir pour survivre dans un système qui mesurait le succès en termes d'invisibilité efficace. « Élie, lui disait-il chaque matin quand il arrivait à 7 heures précises, « votre premier poste est au 3e étage, salle des juges. Méfiez-vous du juge Valois. Il est particulièrement irritable parce que sa femme l'a chassé de chez lui une fois de plus. » Raymond connaissait la vie privée de tous les fonctionnaires comme s'il s'agissait d'un annuaire, vivant. C'était sa façon de protéger son équipe. Savoir quel juge s'était disputé avec sa femme, quel secrétaire avait veillé, quel avocat avait un procès important. Avec ces informations, il pouvait prédire les états d'âme et ajuster les tâches pour éviter les confrontations inutiles. Mais ce mardi d'octobre serait différent. Élie nettoya les bureaux du 1er étage sans incident. Il passa le balai à franges dans les couloirs du 2e étage, où les avocats pénalistes préparaient des plaidoiries pour des procès qui allaient définir la liberté d'autres êtres humains. Quand il arriva au 3e étage, où se trouvaient les bureaux des juges les plus puissants, l'ambiance était tendue. Le juge Ernest Valois, 60 ans, visage carré et yeux qui semblaient évaluer même la valeur de votre âme, était au milieu d'une audience compliquée. Il s'agissait d'une affaire de corruption gouvernementale qui avait attiré l'attention des médias. 3 fonctionnaires de l'ancienne administration étaient accusés de détournement de fonds destinés à des programmes sociaux. Valois était connu pour son tempérament. Il était devenu juge plus par les relations politiques que par la brillance juridique et compensait ses insécurités par l'autoritarisme. Son bureau était toujours impeccablement ordonné, non pas parce qu'il était organisé, mais parce que son secrétaire Antoine passait des heures chaque jour à ranger des documents qu'il lisait rarement. Ce jour-là, Valois était particulièrement irrité. Sa femme, Carmen, l'avait confronté la veille au sujet de rumeurs d'une aventure extra-conjugale et il avait réagi avec la maturité émotionnelle d'un adolescent, en quittant la maison et en dormant dans son bureau. « Je ne comprends pas comment ces voleurs peuvent dormir la nuit », criait-il aux accusés, tandis que leurs avocats de la défense tentaient de garder leur calme. Le bruit du balai à franges d'Élie, à peine audible, parvint à ses oreilles comme le rugissement d'un moteur. « Toi là-bas, arrête ce bruit !» Les mots tombèrent sur Élie comme des pierres. 20 ans à nettoyer ce bâtiment, et il y avait encore des jours comme celui-ci, où il devenait la cible parfaite de la frustration des autres. Il s'arrêta immédiatement. Ses mains tremblèrent, non pas d'indignation, mais de quelque chose de beaucoup plus douloureux, la reconnaissance. C'était le même tremblement qu'il avait ressenti quand le directeur de l'usine de Toulouse lui avait dit que son poste avait été restructuré après qu'il ait démissionné pour s'occuper d'Espérance. « Oui, monsieur le juge », répondit-il, à voix basse. Les stagiaires rirent. Michel, fraîchement diplômé et plein d'arrogance juvénile, fit un commentaire à son collègue. « Ce vieux con. Il ne sait même pas où il est. » Mais il y avait quelqu'un d'autre dans cette salle qui ne rit pas. Daniel Beaumont avait 24 ans et était stagiaire au cabinet Le Prince & Associés. Il était fils d'une famille ouvrière de Samson-Tillis, Nanterre, et était arrivé là grâce à des bourses d'excellence académique et à des petits boulots depuis l'âge de 15 ans. Contrairement à ses collègues,
qui voyait le droit comme une profession glamour, Daniel le voyait comme un outil pour changer un système injuste. Ce soir-là, Daniel était resté tard à la bibliothèque du palais, travaillant sur un projet de thèse sur les brevets technologiques. C'était un sujet qu'il avait choisi par curiosité personnelle. Son père avait été mécanicien dans une usine qui avait fermé quand les technologies étrangères sont arrivées à bas prix. Et Daniel voulait comprendre comment la propriété intellectuelle pouvait être utilisée pour protéger ou détruire les industries nationales. Il était 11 heures du soir quand il termina de réviser les documents. La bibliothèque était déserte, éclairée seulement par les lampes de secours qui créaient de longues ombres entre les rayonnages. Daniel avait sorti son ordinateur portable et étalé des papiers sur une table, faisant des recherches sur les moteurs de fusée pour un chapitre sur les brevets aérospatiaux. Le problème qu'il cherchait à résoudre était complexe. Comment calculer l'efficacité d'un moteur à combustion solide quand la pression de la chambre de combustion varie selon l'altitude? Il avait passé 3 heures sur ce calcul, consultant des livres d'ingénierie, cherchant des formules sur Internet, dessinant des diagrammes qui ne le menaient nulle part. Sa tête reposait entre ses mains quand il entendit des pas. Il s'attendait à ce que ce soit le gardien de nuit venant lui dire qu'il était l'heure de fermer. Au lieu de cela, il vit le concierge âgé poussant son chariot de nettoyage. Élie avait décidé de terminer le service de nuit à la bibliothèque. C'était son endroit préféré pour nettoyer, car il était tranquille, et parce que ses étagères étaient remplies de connaissances qu'il avait autrefois maîtrisées. Pendant qu'il passait un chiffon humide sur les tables, son œil capta les équations sur l'ordinateur portable de Daniel. Il s'arrêta. Il avait vu ces formules des milliers de fois. Il les avait utilisées pour concevoir les moteurs qui ont propulsé le premier satellite météorologique français en 1970. Le problème que Daniel avait à l'écran était exactement le type de calcul qu'il avait résolu quand il a conçu le système de propulsion pour la fusée Ariane 1. Sans réfléchir, sans calculer les conséquences, Élie dit doucement « Vous modélisez la pression dans une chambre de combustion. » Daniel leva la tête, surpris. « Comment le savez-vous » Élie sourit avec ce sourire timide de celui qui a vécu trop longtemps en cachant la vérité. « J'avais l'habitude de les construire. » « De construire quoi ?»« Des moteurs. De fusées ?» Daniel cligna des yeux, sûr d'avoir mal entendu. « Excusez-moi » Élie s'approcha d'un pas, pointant l'écran. « Votre problème est dans la conception de la tuyère d'expansion. Elle est trop étroite. Elle va surchauffer à cette altitude. Essayez d'élargir la cloche de 6% et de réduire le mélange de carburant à 3,2. » Daniel le regarda comme s'il avait vu un fantôme parler en langues anciennes. « Pardon, » dit Élie, réalisant qu'il avait brisé son propre vœu de silence. Mauvaise habitude. Il commença à s'éloigner, poussant son chariot. « Attendez !» cria Daniel, se levant d'un bond. « Ça qui êtes-vous » Élie s'arrêta à la porte sans se retourner. Juste le concierge. Mais les mots étaient déjà dans l'air, comme des fusées qui, une fois lancées, ne peuvent pas revenir sur Terre. Si vous aimez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0, cela m'aide à créer un meilleur contenu pour vous. En continuant, Daniel ne put pas dormir cette nuit-là. Il retourna à son appartement étudiant dans le quartier des Docteurs, une chambre avec salle de bain partagée qu'il louait à moitié avec un autre camarade de la faculté, mais son esprit continua de tourner aux paroles du concierge. J'avais l'habitude de les construire. Ces 3 mots avaient sonné avec une certitude qui ne s'inventait pas. Ce n'était pas la fanfaronnade de quelqu'un qui essayait d'impressionner, mais le murmure de quelqu'un qui avait gardé un secret trop longtemps. À 6 heures du matin, alors que son colocataire ronflait encore, Daniel alluma son ordinateur, portable, et modifia les équations selon les suggestions du concierge. Il changea l'angle de la tuyère, ajusta la proportion de carburant, recalculant la pression. Les résultats le laissèrent bouche bée. Les modifications non seulement résolvaient le problème de surchauffe, mais augmentaient l'efficacité du moteur de 8%. C'était le genre d'optimisation que les ingénieurs de la NASA mettaient des mois à développer, et ce vieil homme l'avait suggéré comme si c'était évident. Daniel arriva au palais de justice ce matin-là avec une mission. Il attendit dans le hall jusqu'à ce qu'il voie apparaître le concierge avec son uniforme bleu délavé et son chariot de nettoyage qui grinçait comme la roue d'une vieille charrette. « Monsieur »
l'interrompit Daniel. « Bonjour. » Élie le reconnut immédiatement. « Ah, le jeune homme au moteur de fusée. Comment ça s'est passé avec les calculs ?»« Exactement comme vous avez dit. » Répondit Daniel, sortant les feuilles imprimées de son sac à dos. « La conception fonctionne parfaitement, mais j'ai besoin de vous poser une question. » Élie regarda autour de lui, nerveux. Le hall se remplissait d'employés, d'avocats et de gardiens qui commençaient leur journée. Ce n'est pas un bon endroit. Alors quand, où? Élie hésita. 20 ans d'invisibilité ne se brisent pas facilement. Je finis à 6 heures. Si vous voulez, il y a un café, rue Réaumur, La Concorde. À 6 heures précises, Daniel était assis à La Concorde, un café qui avait survécu à 5 décennies de changements dans le quartier du Sentier. L'endroit sentait le café et le pain au chocolat, et les murs étaient recouverts de photos de Paris des années 50. Élie arriva 5 minutes en retard, marchant lentement. Il ne portait plus l'uniforme, il portait une chemise à manches longues bleu marine et un pantalon gris qu'il avait lavé tant de fois que la couleur d'origine n'était plus qu'un souvenir. Il s'assit en face de Daniel, commanda un café noir et attendit. « Est-ce vrai que vous construisiez des moteurs de fusée ?» demanda Daniel sans préambule. Élie sourit, mais ce fut un sourire plein de mélancolie. « Il y a longtemps. Quand? Où? À Toulouse, au Centre national d'études spatiales, de 1965 à 1973. » Daniel connaissait l'endroit. C'était là que la France avait tenté de développer son propre programme spatial, inspiré par les succès de la course à l'espace. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Élie prit une gorgée de café, comme s'il avait besoin de courage liquide pour ouvrir les vannes de la mémoire. Je concevais des systèmes de propulsion, principalement à combustion solide, mais aussi quelques expériences avec du carburant liquide. Nous avons travaillé sur 3 générations de fusées. L'Azteca 1, qui était essentiellement expérimentale, l'Azteca 2, qui a réussi à atteindre 50 km d'altitude, et l'Azteca 3, qui a mis le premier satellite météorologique français en orbite. Daniel avait lu sur l'Azteca 3 dans les archives de l'université, mais seulement comme une note de bas de page dans l'histoire spatiale française. « Vous avez travaillé là-dessus ?»« J'ai conçu le système de propulsion, » dit Élie, d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine au-dessus du bruit du café. Le moteur de cette 3e étape, c'était le mien. Je ne comprends pas. Si vous avez fait quelque chose d'aussi important, pourquoi... Daniel ne put pas finir la question. Pourquoi je nettoie des planchers? Élie termina la phrase. La vie, jeune Daniel. Pendant l'heure qui suivit, tandis que les habitués de La Concorde allaient et venaient, Élie lui raconta son histoire. Il parla d'espérance, du cancer, de la décision impossible entre les étoiles et l'amour. Il parla des dernières années du programme spatial français, mort par manque de budget et de volonté politique. « Vous savez ce qui fait le plus mal, » dit Élie en regardant par la fenêtre le ciel du crépuscule. « Ce n'est pas d'avoir abandonné ma carrière, c'est de savoir que la France avait la capacité de rivaliser avec n'importe quel pays en technologie spatiale et que nous avons choisi de ne pas le faire. » Daniel absorbait chaque mot. Son projet de thèse portait sur les brevets, mais il se rendait compte maintenant que la véritable perte de la France n'avait pas été les brevets, mais les esprits qui avaient développé ces technologies et qui avaient ensuite été oubliés. Vous vous en souvenez encore? C'est-à-dire les calculs, les conceptions? Élie rit pour la première fois de la conversation. Daniel, ce n'est pas comme faire du vélo, c'est comme se souvenir de son propre nom. Toutes les nuits, quand je n'arrive pas à dormir, je résous des problèmes de mécanique orbitale dans ma tête. C'est ma façon de rester sain d'esprit. Cette nuit-là, Daniel n'alla pas à son appartement. Il alla directement à la faculté, où il avait accès à la bibliothèque numérique. Il chercha tout ce qu'il put trouver sur le programme spatial français, sur le centre spatial de Toulouse, sur les fusées Ariane. Dans un document classifié qui avait été déclassifié seulement 3 ans auparavant, il trouva une liste des principaux ingénieurs du projet. Il y était Élie Morales Hernandez, ingénieur en chef système de propulsion. À côté de son nom, une note « Responsable de la conception du moteur de 3e étage de l'Ariane 1. Innovations comprennent tuyère à géométrie variable et système d'injection à 2 étages. Recommandé pour l'ordre national. » Du mérite. Daniel sentit son estomac se nouer.
L'homme qui nettoyait les couloirs du palais de justice avait été recommandé pour l'une des plus hautes décorations nationales. Il continua à enquêter. Il trouva des articles techniques publiés dans des revues internationales, tous signés par Elie Morales. Il trouva des photographies du lancement de l'Ariane 1, où l'on voyait un jeune homme en blouse blanche superviser les instruments. L'homme avait les mêmes yeux que le concierge, mais un dos droit et un sourire plein d'espoir. Les jours suivants, Daniel commença à suivre discrètement Elie dans le palais. Il observait comment il nettoyait autour des avocats, qui discutaient de propriété intellectuelle, comment il passait le balai à franges sous les tables où étaient décidés des brevets technologiques, comment il organisait les archives de cas impliquant des innovations qu'il avait contribué à créer. C'était comme voir un fantôme invisible, quelqu'un qui marchait parmi les vivants sans être reconnu pour ce qu'il avait été. Daniel prit une décision. Il alla voir son directeur de thèse, le docteur François Dubois, un homme d'une soixantaine d'années qui avait été avocat spécialisé en brevets dans des entreprises multinationales avant de se consacrer à l'université. « Docteur, j'ai besoin de changer l'orientation de ma thèse. »« Encore, Daniel ? Nous avons déjà discuté de ce sujet plusieurs fois. C'est différent maintenant. J'ai trouvé quelque chose d'important, ou plutôt quelqu'un d'important. » Daniel lui parla d'Elie, de ses découvertes, de l'histoire du programme spatial français. Le docteur Dubois l'écouta avec un intérêt croissant. « Êtes-vous sûr que c'est bien le même homme ?» demanda-t-il finalement. « Absolument sûr. J'ai des documents, des photographies, des brevets. Il l'a conçu, docteur. Il a conçu le moteur qui a mis le premier satellite français dans l'espace. » Le docteur Dubois resta pensif. « Et que proposez-vous ? Je veux faire ma thèse sur lui, sur les scientifiques français oubliés, sur ce que nous avons perdu quand nous les avons laissés devenir des fantômes. C'est un sujet intéressant, mais vous aurez besoin de plus que des documents historiques. Vous devrez le faire parler, qu'il raconte son histoire. » « C'est le problème, » admit Daniel. « Je ne crois pas qu'il veuille. Il est resté caché pendant 20 ans. » Le docteur Dubois sourit. « Alors vous devrez le convaincre que son histoire doit être racontée. Pas seulement pour lui, mais pour tous les scientifiques français qui viendront après. » Cet après-midi-là, Daniel attendit Elie à La Concorde. Quand le vieil homme arriva, Daniel avait déjà du café servi et un ordinateur portable ouvert. « Elie, dit-il sans salutation préalable, j'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. » Le docteur Dubois avait planté une graine que Daniel ne pouvait s'empêcher d'arroser. Pendant des jours, il avait été consumé par une question qui le hantait. Combien d'Elie Morales y avait-il en France? Combien de scientifiques, d'ingénieurs, d'innovateurs nettoyaient des planchers, conduisaient des taxis, vendaient des crêpes, après avoir consacré leurs esprits les plus brillants à des projets nationaux qui ont été abandonnés par manque de vision politique? La France, dans les années 70, était un pays différent. Il y avait de l'argent pour des projets ambitieux. Il y avait une classe politique qui, du moins dans le discours, croyait en l'importance de la science et de la technologie pour le développement national. Le programme spatial français n'était pas seulement une vanité présidentielle, il faisait partie d'un plan plus large, pour faire de la France une puissance technologique européenne. Mais comme les fusées qui tombent quand elles manquent de carburant, ces rêves se sont écrasés contre la réalité économique des années 80 et la myopie des nouvelles administrations. Daniel avait passé une semaine entière dans les archives de la Bibliothèque nationale, déterrant des documents sur le programme spatial français. Il y avait des feuilles jaunies qui parlaient de budgets millionnaires, des photographies où des présidents et des scientifiques posaient aux côtés de fusées qui promettaient d'emmener la France à l'ère spatiale, des coupures de journaux qui parlaient du Sputnik français, avec fierté nationaliste. Lire ces documents, c'était comme ouvrir une tombe. Chaque page racontait l'histoire d'un rêve qui avait été systématiquement démantelé, vendu morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Le mardi matin, Daniel trouva quelque chose qui le laissa sans voix. Dans les archives du ministère de l'Éducation nationale, il y avait un dossier personnel d'Elie Morales. Il contenait des évaluations de performance, des projets assignés et une lettre de recommandation datée de janvier 1973. La lettre était signée par le directeur général du programme spatial, le docteur Auguste Martin, et était adressée à la NASA des États-Unis. Elie Morales Hernandez représente le meilleur de l'ingénierie française. Ses contributions à la conception de systèmes de propulsion
ont été fondamentales pour le succès de notre programme. Je recommande vivement son incorporation à votre équipe de développement du programme spatial. La France perdra un esprit brillant, mais le monde gagnera un innovateur exceptionnel. La lettre n'a jamais été envoyée. Dans le coin supérieur droit, en lettres rouges, il y avait une note. Projet annulé, personnel réaffecté, confidentiel. Daniel ressentit un mélange d'horreur et de fascination. Élie n'avait pas seulement été un scientifique important, il avait été sur le point d'être recruté par la NASA. Son destin aurait pu être de travailler sur la navette spatiale, dans les laboratoires les plus avancés du monde, avec les ressources illimitées du programme spatial américain. Au lieu de cela, il avait fini par nettoyer des planchers pour pouvoir payer la chimiothérapie de sa femme. Cet après-midi-là, à la Concorde, Daniel posa la lettre sur la table. Élie la lut en silence, ses yeux parcourant lentement chaque mot. Quand il eut fini, il resta silencieux pendant une longue minute. « Je ne savais pas que ça existait, » dit-il finalement. « Vous ne saviez pas qu'on allait vous recommander à la NASA ?» Le docteur Martin m'avait dit quelque chose, mais j'ai cru que c'était une blague. Vous savez comment sont les Français, toujours à promettre des choses qui n'arriveront jamais. Il rit, mais ce fut un rire amer. Ironiquement, ça s'est produit, sauf que je n'étais pas là pour le voir. Daniel se pencha en avant. « Élie, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre. Elle est celle de tous les Français. Elle est celle de tous les jeunes qui étudient l'ingénierie maintenant et qui ont besoin de savoir qu'il est possible d'aller loin, qu'il est possible d'innover depuis la France. Daniel, je ne suis pas un héros. Je suis un homme qui a pris des décisions difficiles et qui a vécu avec les conséquences. Exactement. C'est ce qui fait de vous un héros. Les vrais héros ne sont pas ceux qui gagnent toujours. Ce sont ceux qui prennent les bonnes décisions, même si cela leur coûte tout. » Élie regarda vers la fenêtre, où le trafic du centre historique créait une rivière de lumière dans le crépuscule. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que vous me laissiez raconter votre histoire, que nous fassions en sorte que les gens sachent qui vous êtes réellement, que peut-être, juste peut-être, nous puissions inspirer la France à réinvestir dans ses scientifiques avant qu'il ne soit trop tard. Et comment comptez-vous faire ça ? » Daniel sourit. « Avec votre permission, je veux commencer par vous ramener au bâtiment où vous avez travaillé, au Centre spatial de Toulouse. Je veux que vous voyiez ce qu'il est advenu des laboratoires, des équipements, de tout ce que vous avez contribué à construire. » Élie ferma les yeux. « Je n'y suis pas retourné depuis 1973. Il est temps. » Le vendredi matin, Daniel et Élie prirent un train de première classe en direction de Toulouse. Daniel avait demandé la permission au cabinet où il travaillait, arguant de recherche pour sa thèse. Élie avait demandé son premier jour de vacances en 2 ans. Le voyage dura 3 heures, tandis que le paysage de la plaine toulousaine défilait par la fenêtre, des champs de maïs de petits villages, des montagnes qui semblaient des géants endormis. Élie raconta à Daniel des histoires du programme spatial qui n'apparaissaient dans aucun document. « Vous savez qu'une fois nous avons été sur le point de lancer un singe dans l'espace ?» dit Élie avec un sourire sincère. « C'était un chimpanzé que nous avions entraîné, il s'appelait Gustave. Tout était prêt, la presse internationale allait venir. Ce serait le premier primate français à aller dans l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Gustave est tombé malade la veille du lancement. Gastro-entérite. Le vétérinaire a dit qu'il ne pouvait pas voler. Les hauts fonctionnaires ont suggéré de trouver un autre singe. Mais nous n'allions pas risquer la vie d'un animal juste pour une photo dans les journaux. Et la fusée? Nous l'avons lancée avec des instruments au lieu de Gustave. Ça a fonctionné parfaitement. Mais les informations disaient que la France avait échoué dans sa mission d'envoyer un singe dans l'espace. Comme si le succès scientifique ne comptait pas, parce que nous n'avions pas un animal sautant en apesanteur. Ils arrivèrent à Toulouse à midi. La ville avait beaucoup changé. Les bâtiments coloniaux du centre étaient toujours là, mais ils avaient été entourés de zones résidentielles, de centres commerciaux, de parcs industriels. La France de 1973 et la France de 1993 semblaient des pays différents. Ils prirent un taxi jusqu'au centre spatial. Le chauffeur les regarda, bizarrement quand ils ont dit l'adresse. « Vous ne voulez pas dire le centre de congrès ?» demanda-t-il. « Non, dit Élie, le Centre national d'études spatiales. » Le chauffeur haussa les épaules. « Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit, mais je vous emmène où vous voulez. » L'endroit qui avait abrité le rêve spatial français
était maintenant un ensemble de bâtiments abandonnés. Les vitres étaient brisées, les murs couverts de graffitis, les jardins envahis par la végétation. Une pancarte rouillée à l'entrée disait « Propriété de l'État, accès interdit ». Élie resta immobile devant l'entrée. « Élie, » dit Daniel doucement, « ça va ? Ce bâtiment là-bas. » Il désigna un immense hangar au toit affaissé. C'est là qu'on assemblait les fusées. Nous pouvions travailler sur 3 projets en même temps. L'acoustique était si bonne que de n'importe quel coin, vous pouviez entendre si un moteur fonctionnait correctement. Ils marchèrent autour du périmètre. À travers une clôture cassée, ils purent voir l'intérieur de ce qui avait été le laboratoire principal. Le sol était couvert de décombres, de l'herbe poussait entre les machines rouillées, et sur un mur, quelqu'un avait peint « France, pays d'opportunités perdues ». « Ici », dit Élie, en désignant une zone vide, était mon bureau, j'y ai travaillé 8 ans. 8 ans à concevoir le futur. Daniel sentit une oppression dans sa poitrine. Voir les ruines d'un rêve national, c'était comme visiter un cimetière de possibilités. Mais il n'était pas venu seulement pour se lamenter. « Élie, » dit Daniel, « je veux vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Allez-y. Si vous pouviez recommencer, si vous aviez la possibilité de travailler à nouveau sur ce que vous aimez, le feriez-vous » Élie regarda les bâtiments abandonnés, puis le ciel bleu de Toulouse, où il avait autrefois rêvé que des fusées françaises voleraient. « Daniel, j'ai 72 ans. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Un long silence. Un faucon survola les ruines, criant comme s'il regrettait ce qui avait été. « Oui, » dit finalement Élie. « Mon Dieu, oui. Pendant 20 ans, j'ai fait semblant que ça ne m'importait pas, que j'étais en paix avec ma décision. Mais chaque nuit, quand je ferme les yeux, je vois des équations. Je vois des conceptions. Je vois des fusées qui pourraient être meilleures, plus efficaces, plus sûres. Mon cerveau n'a jamais cessé d'être un ingénieur, Daniel. Jamais. » Daniel sourit. « Alors, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Mais le jour touchait à sa fin et il devait retourner à Paris. En attendant le train, Daniel regarda Élie et réalisa que quelque chose avait changé. Le vieil homme était arrivé à Toulouse comme un fantôme, visitant sa propre tombe. Mais admettre qu'il était toujours ingénieur avait allumé une étincelle dans ses yeux. « Quand » demanda Élie dans le train du retour. « Quand quoi ? Quand allez-vous me montrer ce que vous voulez me montrer ?»« Demain » dit Daniel avec un sourire mystérieux. « Demain, je vais vous présenter à quelqu'un qui, je crois, va vous changer la vie. » Quel secret Daniel gardait-il qui pourrait changer à jamais l'avenir d'Élie? Son passé d'ingénieur spatial était sur le point de percuter une opportunité qu'il n'avait jamais imaginée. Le samedi matin, Daniel arriva à l'appartement d'Élie avec quelque chose d'inhabituel, un costume fraîchement repassé et une boîte de chaussures neuves. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élie, regardant les vêtements avec méfiance. « Un prêt, » dit Daniel. « Nous avons un rendez-vous important. »« Je n'ai pas besoin de charité, jeune homme. » « Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. » Daniel entra dans le petit appartement sans invitation. « Élie, vous me faites confiance ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « Alors habillez-vous. Nous allons voir quelqu'un que vous devez absolument rencontrer. » 1 heure plus tard, Élie se regardait dans le miroir de sa chambre. Il ne s'était pas mis en costume depuis plus de 15 ans. L'homme qui lui renvoyait, son regard était différent du concierge. Ses épaules, bien qu'affaissées par l'âge, se redressait automatiquement avec les vêtements formels. Ses yeux, quand il ne regardait pas le sol, brillaient d'une intelligence que l'uniforme de travail avait gardé cachée. « Élie, » dit Daniel depuis le salon, « il y a quelque chose que vous devez savoir avant que nous partions. La personne que nous allons voir ne sait pas qui vous êtes. Elle ne sait pas que vous nettoyez des planchers. Elle sait seulement que vous êtes un ingénieur spécialisé en propulsion spatiale. Vous lui avez menti ? Je ne lui ai pas menti. Je lui ai dit la vérité. Seulement, pas toute la vérité. » Ils prirent un taxi jusqu'à Neuilly-sur-Seine, un quartier de Paris qui avait prospéré depuis les années 70 pour devenir le quartier financier le plus important de la France. Les gratte-ciel de verre reflétaient le ciel matinal, et les rues étaient bondées de voitures européennes et d'exécutifs en costume qui coûtaient plus que le salaire annuel d'Élie. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble de 20 étages, avec une façade en marbre noir. À l'entrée, des lettres dorées disaient « Institut national de recherche aérospatiale ». Élie resta paralysé.
Daniel, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle version du projet que vous avez contribué à créer. Après que le programme de Toulouse a été annulé, certaines entreprises privées ont décidé de reprendre la recherche spatiale française. Mais elles ont besoin d'expérience. Elles ont besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je n'ai plus travaillé là-dedans depuis 20 ans. Non, mais vous y avez pensé tous les jours depuis 20 ans. Dans l'ascenseur vers le 15e étage, Daniel expliqua. La directrice s'appelle Dr Isabelle Moreau. Elle est diplômée du MIT, a travaillé 5 ans à l'Agence spatiale européenne et est revenue en France il y a 3 ans pour diriger cet institut. Elle a 38 ans. Elle est brillante. Et elle est obsédée par la mise en orbite du premier satellite commercial français. Et elle pense que je peux l'aider? Je ne le pense pas. Je le sais. Le bureau du docteur Moreau occupait tout un coin de l'immeuble. Les murs étaient couverts d'écrans qui montraient des trajectoires orbitales, des plans de fusées et des photographies de lancement. Il y avait une vue spectaculaire de Paris qui s'étendait jusqu'au toit. Isabelle Moreau était exactement comme Daniel l'avait décrite. Jeune, intense, avec le genre d'énergie qui vient de croire qu'il est possible de changer le monde. Elle portait un tailleur bleu marine et se déplaçait dans le bureau comme si elle était un vaisseau spatial contrôlant plusieurs systèmes simultanément. « Monsieur Morales, dit-elle, serrant la main d'Élie, Daniel m'a dit que vous aviez travaillé sur le programme d'origine. C'est un honneur de rencontrer l'un des pionniers du programme spatial français. » Élie regarda Daniel qui lui fit un signe de tête encourageant. « L'honneur est pour moi, docteur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Daniel m'a dit que vous pourriez nous aider avec un problème technique que nous rencontrons. » Isabelle activa un écran holographique. Les images flottaient dans l'air comme des fantômes technologiques. Schéma d'un moteur de fusée, graphique de pression, calcul de combustion. « C'est notre projet actuel, » expliqua-t-elle. « Un moteur à combustion solide pour lancer des microsatellites. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à obtenir l'efficacité nécessaire pour les mettre en orbite. Nous avons essayé des dizaines de configurations, mais il nous manque toujours environ 8% de poussée. » Élie étudia les images. Ses yeux se déplaçaient d'une équation à l'autre, d'un diagramme à l'autre, comme s'il lisait un livre dans une langue dont il se souvenait parfaitement, mais qu'il n'avait pas parlé depuis des années. « Puis-je » demanda-t-il, désignant l'hologramme. « Bien sûr. » Élie se leva et marcha vers la projection. Il toucha l'air, où se trouvait l'image de la tuyère, et l'image s'agrandit. « Le problème n'est pas dans le carburant, murmura-t-il. Il est dans la géométrie. Cette configuration est très similaire à celle que nous avons essayée sur l'Ariane 1. Elle ne fonctionne pas parce que la pression de la chambre crée des turbulences ici. » Il désigna un point précis. « La solution est de changer l'angle. D'injection. » Isabelle fronça les sourcils. « Nous avons essayé de nombreux angles. Avez-vous essayé un angle asymétrique? » « Asymétrique? Cela va à l'encontre de tous les principes de base de la conception des fusées. » Élie sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés. Ces principes de base supposent des conditions idéales, mais quand vous travaillez avec des contraintes réelles, budget réel, matériaux réels, temps réel, vous devez parfois penser différemment. Il se dirigea vers le bureau d'Isabelle. « Puis-je utiliser ça ?» Il désigna une tablette. « Allez-y. » Pendant les 40 minutes qui suivirent, Élie dessina. Ce n'étaient pas des dessins techniques soignés, mais des croquis rapides remplis d'annotations. Isabelle et Daniel observaient hypnotisés comment les mains ridées d'Élie créaient des dessins qui semblaient sortir de décennies d'expériences compressées. « Regardez, » dit-il finalement, montrant la tablette. « Si vous injectez du carburant à ces angles, 15 degrés de la verticale en 5 points, mais 18 degrés dans les 3 autres, vous créez un vecteur de poussée asymétrique qui se corrige de lui-même pendant le vol. Non seulement cela améliore l'efficacité, mais cela procure également une plus grande stabilité. » Isabelle prit la tablette et étudia les calculs. Ses yeux s'écarquillèrent progressivement. « C'est génial. »« Ce n'est qu'une idée, » dit modestement Élie. « Non, c'est plus qu'une idée. C'est la solution que nous cherchons depuis 8 mois. » Isabelle se tourna vers Daniel. « Où l'avez-vous trouvé ?» Daniel sourit. « À l'endroit le plus improbable du monde. » Isabelle s'assit au bord de son bureau, regardant Élie intensément. « Monsieur Morales, je sais que Daniel m'a dit que vous ne travaillez plus activement dans le domaine, mais je dois vous demander quelque chose.
Allez-y. Accepteriez-vous de devenir notre consultant senior en propulsion? Le salaire serait compétitif. Vous auriez accès à tous nos laboratoires. Et vous pourriez travailler sur des projets qui pourraient vraiment remettre la France sur la carte spatiale internationale. Élie resta silencieux si longtemps que Daniel commença à s'inquiéter. « Docteur Moreau, dit-il finalement, il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi avant que je prenne cette décision. »« Quoi ?» Élie regarda Daniel qui hocha imperceptiblement la tête. « Actuellement, je travaille comme concierge au palais de justice. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traitait des informations qui ne correspondaient pas. « C'est une blague ? Ce n'est pas une blague, dit Daniel. Élie a abandonné sa carrière scientifique en 1973 pour s'occuper de sa femme malade. Il nettoie des bâtiments depuis 20 ans, mais comme vous pouvez le constater, son esprit n'a jamais cessé d'être celui d'un ingénieur. Isabelle se leva et marcha vers la fenêtre. La ville s'étendait en dessous d'elle. Des millions de personnes vivant des millions de vies, chacune avec son histoire de rêve accomplie ou frustrée. « Monsieur Morales, dit-elle sans se retourner, peu importe que vous ayez nettoyé des planchers, conduit un taxi ou vendu des chewing-gums au coin de la rue. Ce qui m'importe, c'est que vous venez de résoudre en 40 minutes un problème que mon équipe de doctorants du MIT n'a pas pu résoudre en 8 mois. » Elle se tourna vers lui. « L'offre tient toujours. Qu'en dites-vous » Élie sentit quelque chose changer en lui. C'était comme si une partie de lui qui avait été en hibernation pendant 2 décennies se réveillait soudainement. Il pouvait sentir le sang couler plus vite dans ses veines, son cœur battant d'une émotion qu'il avait oublié pouvoir ressentir. « Quand puis-je commencer ?» La nouvelle se répandit dans l'Institut comme un incendie en avril. Le nouveau consultant senior avait non seulement 72 ans et avait été invisible pendant 2 décennies, il venait de révolutionner leur projet le plus important en une seule après-midi. Isabelle réunit toute son équipe dans la salle de conférence principale. Il y avait 12 ingénieurs, tous jeunes et brillants, formés dans les meilleures universités du monde, remplis de certitudes académiques et de théories parfaites. « Je veux vous présenter Monsieur Élie Morales, » dit Isabelle. « Il sera notre nouveau consultant senior. » Les ingénieurs se regardèrent. Il était évident qu'ils s'attendaient à quelque chose de différent. Quelqu'un de plus jeune, avec des diplômes récents, avec une expérience internationale. Élie, dans son costume emprunté, ressemblait exactement à ce qu'il avait été, pendant 20 ans. Un homme ordinaire. « Monsieur Morales, dit Isabelle, pourriez-vous partager avec l'équipe votre solution pour le moteur à combustion solide ?» Pendant les 30 minutes qui suivirent, Élie expliqua sa proposition. Il utilisa le tableau noir traditionnel. Pas d'ordinateur ni d'hologramme. Ses mains bougeaient rapidement, dessinant des diagrammes, écrivant des équations, expliquant des concepts avec une clarté qui venait de les avoir vécus, et non pas seulement étudiés. Au début, les ingénieurs écoutèrent poliment. Ensuite, avec une attention croissante. Finalement, avec un étonnement absolu. « Mais comment êtes-vous sûr que ça va marcher ?» demanda Julien Dubois, un ingénieur de l'école polytechnique spécialisé en dynamique des fluides. « Parce que je l'ai déjà fait !» répondit simplement Élie. « En 1971, nous avons utilisé le même principe sur l'Ariane 1. Pas avec la même configuration, mais le concept était identique. »« Ariane 1 ?» demanda Sophie Martin, une ingénieure qui avait étudié en Scientis, Allemagne. « Vous voulez dire le programme spatial français des années 70 ?»« J'ai travaillé là-dessus, » dit Élie. Un murmure se répandit dans la salle. Ces jeunes avaient entendu parler du programme spatial français, comme de quelque chose de légendaire, comme le Saint Graal de l'ingénierie nationale, mais ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui y avait réellement travaillé. « À quel titre ?» demanda Ricardo Leclerc, le plus jeune de l'équipe. « J'ai conçu les systèmes de propulsion pour les 3 générations de fusées. » Cette fois, le silence fut total. Isabelle sourit. « Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup à apprendre de M. Morales. Je vais attribuer des binômes de travail. Chacun d'entre vous passera du temps avec lui, non seulement pour ce projet, mais aussi pour documenter ses connaissances et ses expériences. » Les jours suivants furent une révélation pour les 2 générations. Les jeunes ingénieurs découvrirent que beaucoup des nouvelles technologies sur lesquelles ils travaillaient avaient été explorées en France des décennies auparavant.
Élie trouva que les nouvelles méthodes informatiques pouvaient accélérer des développements qui prenaient auparavant des mois de calcul manuel. La différence, expliqua-t-il à Daniel lors d'un de leurs dîners hebdomadaires à La Concorde, c'est que nous devions faire en sorte que chaque sou compte. Nous ne pouvions pas gaspiller de matériel en tests infinis. Nous devions réussir du premier coup. Cela faisait de vous de meilleurs ingénieurs. Cela nous rendait différents. Ils connaissent beaucoup plus de théories, ils ont de meilleurs outils, mais nous savions comment faire marcher les choses avec ce que nous avions. Tandis qu'Élie se réintégrait au monde de l'ingénierie, sa vie changea radicalement. Pour la première fois en 20 ans, il se réveillait avec de l'énergie. Ses pas dans le métro étaient plus rapides, son dos plus droit. Il avait même commencé à porter de nouvelles lunettes, les premières qu'il achetait depuis une décennie. Mais le changement le plus important n'était pas physique. « Vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça ?» dit-il à Daniel un samedi après-midi, alors qu'ils examinaient des documents historiques du programme spatial. « Quoi ? Que je me sens utile à nouveau. Pendant 20 ans, chaque jour était le même. Vous vous levez, vous nettoyez, vous essayez de ne pas déranger, vous rentrez chez vous. C'était comme être mort mais continuer à respirer. » Daniel hocha la tête. Il avait vu le changement non seulement chez Élie, mais chez tous ceux qui l'entouraient. Les ingénieurs de 10 ans, l'Institut parlèrent de lui avec respect. Isabelle avait commencé à l'inclure dans toutes les décisions importantes. Même au palais de justice, où il devait encore travailler jusqu'à ce qu'ils officialisent son départ, les gens remarquaient que quelque chose avait changé. « Élie, avait dit Raymond, son superviseur, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous semblez avoir 10 ans de moins. » Le premier test du nouveau moteur était programmé pour un mercredi de décembre. Toute l'équipe de l'Institut se rendit dans un champ d'essai dans le désert de la Beauce. C'était un lieu aride et plat, entouré de cactus et sous un ciel qui semblait infini. Élie était plus nerveux qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce n'était pas seulement un test technique, c'était la validation qu'il pouvait encore créer, qu'il pouvait encore contribuer, qu'il pouvait encore être l'ingénieur qu'il avait été. « Ça va ?» lui demanda Isabelle, alors qu'il vérifiait les instruments. « Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu une fusée que j'ai aidé à concevoir décoller, » admit Élie. « Eh bien, aujourd'hui, vous allez vous souvenir de ce que ça fait. » Le compte à rebours commença. 10 secondes. 9, 8. Élie ferma les yeux et se rappela tous les lancements du passé, toutes les fois où il avait retenu sa respiration en espérant que ça marche, que la théorie devienne réalité. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée s'éleva avec un rugissement qui secoua le désert de la Beauce. Élie ouvrit les yeux à temps pour la voir accélérer vers le ciel, plus vite et plus stable qu'il ne l'avait espéré. Les instruments affichaient des chiffres exactement comme ils avaient calculé. « Ça marche !» cria Julien. « C'est 8,5% meilleur que prévu. » Isabelle embrassa Élie. « Vous l'avez fait !» Mais Élie regardait le ciel, suivant des yeux la traînée blanche que laissait sa fusée. À ce moment-là, il se sentit connecté avec l'homme qu'il avait été, avec l'homme qu'il n'avait jamais cessé d'être. « Non, » dit-il à voix basse, mais avec un sourire qui illumina tout son visage. « Nous l'avons fait. » Mais quel secret le succès d'Élie gardait-il, qui était sur le point de changer non seulement sa vie, mais l'histoire du programme spatial français pour toujours? La réponse viendrait de la manière la plus inattendue. Le succès du test du moteur généra des ondes qui s'étendirent bien au-delà de l'Institut national de recherche aérospatiale. Les nouvelles techniques spécialisées commencèrent à parler du nouveau génie, du programme spatial français. Des revues internationales demandèrent des interviews. Des universités étrangères exprimèrent leur intérêt pour collaborer. Mais pour Élie, le vrai changement survint une semaine après le lancement. Il était dans sa dernière semaine au palais de justice, terminant les démarches de démission et formant son remplaçant. Il avait décidé d'être complètement honnête avec Raymond au sujet de sa nouvelle vie. « Je n'arrive pas à y croire », avait dit son superviseur. « Des fusées ? Sérieusement ? » Toujours. Ce mardi matin, alors qu'il organisait son petit casier dans la pièce de nettoyage pour la dernière fois, Daniel apparut en courant dans les couloirs. « Élie ? Élie ? » « Qu'est-ce qu'il y a ?» Daniel était essoufflé, agitant un journal. « La NASA. »« Quoi, la NASA ? » « Ils veulent vous parler ? La NASA des États-Unis veut vous embaucher comme consultant. » Élie prit le journal. À la une de la section technologie, il y avait une photographie du lancement d'essai et le titre
ingénieur français, développe une technologie qui intéresse la NASA. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Isabelle m'a appelé, elle a reçu un appel officiel. Ils veulent que vous alliez à Houston pour présenter votre conception. Ils envisagent d'intégrer votre technologie d'injection asymétrique dans le nouveau programme de fusée commerciale. Ellie s'assit sur une chaise en plastique, dans le petit réduit de nettoyage, accablé. L'endroit sentait le chlore et le désinfectant, mais soudain, il sentait aussi les possibilités infinies. Daniel, j'ai 72 ans. Et alors? Neil Armstrong n'avait que quelques années de plus lorsqu'il a marché sur la Lune. À ce moment-là, Raymond entra. « Ellie? Qu'est-ce que tout ce tapage? Ricardo se plaint que vous interrompez son travail. » Daniel lui montra le journal. Raymond lut en silence, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Oh là là, Ellie, c'est pour ça que vous aviez l'air différent ces derniers temps. »« Raymond, » dit Ellie, « il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. » Et il lui raconta tout. Sur son passé d'ingénieur, sur Espérance, sur les 20 ans de silence, sur la redécouverte de Daniel, sur l'Institut. Quand il eut terminé, Raymond le regarda avec un mélange d'étonnement et de tristesse. « Vous êtes en train de me dire que pendant 10 ans, j'ai supervisé l'homme qui a conçu les fusées françaises? »« Oui. Et vous ne m'avez jamais rien dit. Je n'étais pas la personne que j'avais besoin d'être à ce moment-là. » Raymond secoua la tête. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ? Que pendant toutes ces années, tous ces juges, tous ces avocats arrogants vous ont traité comme si vous étiez invisible. Et vous êtes probablement la personne la plus intelligente qui ait jamais mis les pieds dans ce bâtiment. L'intelligence ne vous protège pas de l'humiliation, Raymond. Non, mais les gens devraient quand même mieux vous traiter. » Cet après-midi-là, Ellie fit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il alla au bureau du juge Valois. Il frappa à la porte. La secrétaire, la même qui avait assisté à l'humiliation des semaines précédentes, le regarda avec étonnement. « Monsieur Ellie, que voulez-vous ? » ?»« Parlez au juge. Il est très occupé. Dites-lui que c'est au sujet de la technologie aérospatiale. » 5 minutes plus tard, il était assis devant le bureau de Valois. Le juge le regarda avec confusion et une pointe d'irritation. « Que voulez-vous, monsieur ? »« Morales. Ellie Morales. Je suis le concierge à qui vous avez crié la semaine dernière parce que je faisais du bruit. » Le visage de Valois changea. « Vous venez vous plaindre ? » ?»« Non. » Ellie posa le journal sur le bureau. Valois le lut lentement. Quand il leva les yeux, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « C'est bien le même Ellie Morales ? » ?»« Oui. » Un silence inconfortable s'étendit entre eux. Valois joua avec son stylo, évitant tout contact visuel. « Pourquoi me racontez-vous ça ? » ?»« Parce que je voulais que vous sachiez qui était la personne à qui vous avez crié. »« Je ne savais pas. »« Je sais. C'est exactement le but. » Ellie se leva pour partir. Monsieur Morales le stoppa Valois. « Félicitations. Et excusez-moi. »« Merci. » En sortant du bureau, Ellie sentit qu'un cercle se fermait. Il n'était pas venu humilier le juge, mais pour récupérer sa propre dignité, pour affirmer enfin qui il était. Cette nuit-là, dans son appartement, Ellie se retrouva submergée d'offres. Isabelle lui avait envoyé par fax la proposition formelle de la NASA. Une université allemande voulait l'embaucher comme professeur invité. Une entreprise japonaise offrait un poste de directeur de la recherche. Mais il y avait une autre lettre qui l'intriguait davantage. Elle venait de la mairie de Toulouse, de la direction régionale des affaires culturelles. « Cher monsieur Morales, lisait-on, nous avons appris vos récents succès et votre histoire avec le programme spatial français d'origine. Nous souhaiterions vous proposer de diriger un nouveau projet, la reconstruction du centre spatial de Toulouse. » Le téléphone sonna. C'était Charles, son fils. « Papa, je viens de voir les informations. C'est vrai ? Quelle partie ? Tout ? La NASA ? Les fusées ? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais travaillé sur le programme spatial ?» Ellie s'assit sur son fauteuil usé. « Parce que je pensais que cette partie de ma vie était terminée. Papa, je suis très fier de toi. Charles, pouvez-vous venir demain, toi et Marie ? J'ai besoin de vous raconter toute l'histoire, la vraie histoire. » Il raccrocha le téléphone et regarda par la fenêtre le ciel nocturne de la ville. Il était impossible de voir les étoiles à cause de la pollution lumineuse, mais il savait qu'elles étaient là. Pour la première fois en 20 ans, il se sentait prêt à les atteindre à nouveau.
Le lendemain matin, de très bonne heure, le téléphone sonna à nouveau. C'était Isabelle. « Élie, vous devez venir immédiatement à l'Institut. »« Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de la NASA. Ce n'est pas ce que nous pensions. C'est bien mieux. » 1 heure plus tard, Élie était dans le bureau d'Isabelle, qui ne pouvait contenir son émotion. « Ils ne veulent pas seulement votre conception, dit-elle. Ils veulent que vous dirigiez un programme conjoint, la NASA et l'Institut national de recherche aérospatiale. Un projet pour développer la prochaine génération de moteurs de fusées commerciales. » Élie s'assit lentement. « Un projet conjoint? La France et les États-Unis? » « Oui, vous seriez le directeur technique du côté français. Vous auriez un laboratoire à Houston et un autre ici. Un budget de 100 millions d'euros. Une équipe internationale. Élie, c'est ce dont nous rêvions dans les années 70, mais que nous n'avons jamais pu réaliser. » Et l'âge? Le temps que j'ai passé à l'écart. Ils ont su exactement votre âge et le temps que vous avez passé à l'écart. Leur réponse a été « Nous avons besoin d'expérience, pas de jeunesse. Nous avons besoin de sagesse, pas seulement de connaissance. » Élie ferma les yeux. Il pouvait entendre Espérance murmurer à son oreille « Va vers les étoiles. Mon amour, il est temps. »« J'accepte, » dit-il. Mais quelle surprise encore plus grande attendait les ingénieurs français. Le vrai tournant était sur le point de commencer. L'annonce officielle du programme conjoint NASA-France fut faite lors d'une conférence de presse mémorable à l'Élysée. Le président de la République, François Mitterrand, était accompagné de l'administrateur de la NASA qui était venu spécialement de Washington. Élie était au premier rang, non plus avec son uniforme de concierge, mais avec un costume neuf, véritablement le sien pour la première fois depuis des décennies. À ses côtés se trouvaient Charles et Marie, ses enfants, qui le regardaient comme s'ils voyaient un étranger. « C'est un honneur, » dit le président, d'annoncer le retour de la France à l'avant-garde de la technologie spatiale, dirigée par l'un de nos propres scientifiques qui n'a jamais cessé de rêver des étoiles. Les caméras se sont concentrées sur Élie. Pendant un instant, il se sentit dépassé. C'était le même homme qui, 6 mois auparavant, nettoyait ces mêmes marbres, invisibles et ignorés. Mais le vrai changement n'était pas dans les gros titres ou les discours politiques. C'était dans les petits moments qui ont suivi. 1 semaine plus tard, Élie retourna au palais de justice, non pas pour nettoyer, mais pour une cérémonie d'adieu organisée par Raymond et les autres concierges. Dans la même salle où il avait été humilié, il y avait maintenant une petite foule. Il y avait Raymond, Robert le gardien, les secrétaires, quelques avocats, et même le juge Valois. « Monsieur Élie, » dit Raymond au micro improvisé, « vous nous avez appris que notre travail ne définit pas qui nous sommes, que la dignité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. » Robert s'avança. « Je veux que vous sachiez tous ici, dit-il d'une voix forte, que monsieur Élie a toujours été respectueux avec tout le monde. Il était le premier à arriver et le dernier à partir. Et maintenant nous savons pourquoi. Parce que les vrais héros n'ont pas besoin de reconnaissance. » Le juge Valois se leva. « Monsieur Morales, en mon nom et celui de tous mes collègues, je veux vous présenter nos excuses. Non seulement pour mon comportement, mais aussi pour les années d'invisibilité que nous avons tolérées. Vous nous donnez une leçon d'humilité que nous n'oublierons jamais. » Élie prit le micro. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était claire. « Il y a des années, quand j'ai quitté l'ingénierie, je pensais que je perdais mon but. Mais je me trompais. Chaque jour que j'ai nettoyé ces couloirs, chaque fois que j'ai maintenu ces espaces ordonnés, je servais mon pays d'une manière différente. La dignité ne vient pas du travail que vous faites, mais de la façon dont vous le faites. » Il fit une pause, regardant les visages familiers. « Maintenant, je retourne vers les étoiles. Mais j'emporte avec moi chaque leçon apprise dans ces couloirs, chaque acte de gentillesse de votre part, chaque moment de respect mutuel. Parce que les fusées peuvent nous emmener dans l'espace, mais ce sont les êtres humains qui nous maintiennent les pieds sur terre. » Les applaudissements furent longs et sincères. Mais le moment dont Élie se souviendrait à jamais fut après, lorsqu'une jeune avocate s'approcha de lui. « Monsieur Morales, » dit-elle timidement, « je suis Anna Leclerc. Je travaille au bureau. 305. Pendant 2 ans, vous avez nettoyé mon bureau. J'ai toujours remarqué que lorsque je travaillais tard, vous laissiez une tasse de café chaud sur mon bureau. Je n'ai jamais su qui vous étiez. » Élie sourit. « Nous avons tous besoin d'un peu d'énergie supplémentaire de temps en temps. » «
Je veux que vous sachiez que ces cafés m'ont donné de la force pendant mes moments les plus difficiles. Je terminais un diplôme du soir et j'élevais seul ma fille. Ces petites attentions ont signifié plus que vous ne pouvez l'imaginer. Anna n'était pas la seule. Pendant l'heure qui suivit, des dizaines d'employés s'approchèrent d'Élie avec des histoires similaires. Le concierge invisible avait été en réalité un ange gardien silencieux pour beaucoup. Lorsque la réunion se termina, Daniel et Élie parcoururent les couloirs une dernière fois. « Comment vous sentez-vous » demanda Daniel. « Comme si j'avais bouclé la boucle, » répondit Élie, « mais aussi comme si j'en commençais une nouvelle. » Ils s'arrêtèrent devant la plaque qu'ils avaient installée ce matin, à côté des bustes d'autres personnalités importantes du palais de justice. Elle était petite, discrète, mais elle était là, en l'honneur d'Élie Morales Hernandez, scientifique, fonctionnaire, être humain exemplaire, qui nous a rappelé que la grandeur ne réside pas dans la reconnaissance, mais dans le fait de bien faire notre travail avec dignité et humilité. Cet après-midi-là, Élie commença une nouvelle routine. Au lieu de prendre le métro pour aller nettoyer, il le prenait pour aller à l'institut. Au lieu de porter un balai, il portait des plans et des équations. Au lieu de regarder le sol, il regardait vers les étoiles. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les rêves ont été interrompus par la vie, mais qui n'a jamais cessé de rêver? Partagez votre histoire dans les commentaires. Le laboratoire que la NASA construisit à l'Institut était un rêve devenu réalité. Des ordinateurs quantiques, des simulateurs de vol spatial, des chambres d'essai qui pouvaient recréer les conditions de l'espace extra-atmosphérique. Tout ce dont Élie avait rêvé dans les années 70, mais qu'il n'avait jamais eu. Son équipe était internationale. Des ingénieurs de la NASA, des scientifiques japonais, des chercheurs allemands, et bien sûr les meilleurs talents français. Mais Élie insista sur quelque chose d'inhabituel. « Je veux des bourses », dit-il à Isabelle. « Pour les étudiants français qui n'ont peut-être pas les moyens, des bourses? Oui, but not just for the brightest, for the most determined. » Le programme de bourse Élie Morales devint légendaire dans les écoles d'ingénieurs de toute la France. Chaque année, il sélectionnait 10 étudiants, pas nécessairement ceux qui avaient les meilleures notes, mais ceux qui avaient surmonté le plus d'obstacles. Marie Dupont fut l'une des premières sélectionnées. Elle était fille d'un mécanicien de Nanterre, avait étudié l'ingénierie en travaillant de nuit dans un centre d'appel. Quand elle arriva au laboratoire, elle était si intimidée qu'elle pouvait à peine parler. « Monsieur Morales », lui dit-elle lors de son premier jour, « je n'ai pas ma place ici. » Élie sourit. « Marie, il y a 6 mois, je nettoyais des planchers. Vous croyez que j'ai ma place ici? Mais vous êtes brillant, vous avez toujours été brillant. » Faites une... Non, Marie, j'ai toujours été curieux. La brillance vient du travail acharné et de ne jamais abandonner, vous avez ça. Le travail progressa de façon remarquable. Le système d'injection asymétrique qu'Élie avait conçu n'était pas seulement efficace, il était révolutionnaire. En 6 mois, ils avaient développé le moteur de fusée le plus efficace jamais conçu pour des satellites commerciaux. Mais la véritable percée arriva de manière inattendue. Un après-midi, alors qu'Élie travaillait sur des équations, il reçut une visite. Un homme âgé, de son âge approximativement, bien habillé, mais avec une humilité qui rappelait quelque chose à Élie. « Élie Morales » demanda le visiteur. « Oui, je m'appelle Auguste Perrin. » Le nom frappa Élie comme la foudre. Le docteur Perrin avait été le directeur du programme spatial original, l'homme qui avait signé la lettre de recommandation pour la NASA qui n'avait jamais été envoyée. « Docteur Perrin », Élie se leva immédiatement. « Quel honneur! L'honneur est pour moi. » Le vieux scientifique sourit tristement. « Je suis venu parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux. Est-ce vrai que vous avez ressuscité nos rêves ?» Ils passèrent des heures à parler. Perrin lui raconta les derniers jours du programme original, comment il s'était battu pour le maintenir en vie, comment le départ de chaque ingénieur avait été un coup personnel. « Quand vous êtes parti en 73, dit Perrin, j'ai su que c'était fini. Vous étiez notre meilleur esprit. » « Vous m'avez recommandé à la NASA, dit Élie doucement. J'ai trouvé la lettre. »« Oui, mais ensuite votre femme et tout a changé. Je ne regrette pas cette décision, docteur Perrin. Espérance avait besoin de moi. Je sais, et c'est pour ça que vous êtes encore plus grand. Parce que vous avez choisi l'amour avant la gloire, mais vous n'avez jamais cessé d'aimer la science. » Perrin mit la main dans son attaché-case
et sortit un dossier. « J'ai attendu 30 ans pour vous donner ça. » À l'intérieur, il y avait un document officiel de 1973, la Légion d'honneur qui avait été préparée pour Élie. Elle n'avait jamais été remise pour des raisons évidentes. Je l'ai signée à l'époque. Le président l'a signée. Elle était restée dans mon bureau tout ce temps. Élie regarda le document, mais plus que la reconnaissance, ce qui le toucha fut ce que Perrin dit ensuite. « Je suis mourant, Élie. Cancer du poumon. Les médecins disent peut-être 6 mois. Docteur Perrin, laissez-moi finir. J'ai commis des erreurs. Quand le programme a été annulé, j'aurais pu me battre davantage. J'aurais pu trouver un financement alternatif. J'aurais pu éviter la fuite des cerveaux. De nombreux scientifiques ont quitté la France parce que je les ai laissés tomber. Ce n'est pas vrai? Si, ça l'est. Mais regardez-vous maintenant, vous avez créé ce que je n'ai pas pu. Un véritable partenariat avec des agences spatiales internationales. De jeunes scientifiques français travaillant sur des projets de pointe. C'est ce dont j'ai rêvé mais que je n'ai pas pu réaliser. Perrin se leva pour partir, mais il se retourna. « Élie, il y a une dernière chose, un secret que j'ai gardé pendant 30 ans. » « Quoi ? Avant que le programme ne soit officiellement annulé, j'ai caché des équipements, des plans, des recherches. J'ai créé une cachette secrète à Toulouse, pensant qu'un jour, quelqu'un raviverait le programme. » Les yeux d'Élie s'écarquillèrent. « Ça existe toujours. »« Oui, et maintenant, c'est à vous. Peut-être pourrez-vous l'utiliser, peut-être pourrez-vous terminer ce que nous avons commencé. » 2 semaines plus tard, Élie, Isabelle et une petite équipe se rendirent à Toulouse. Armés de la carte détaillée de Perrin, ils trouvèrent l'endroit, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, envahi par la végétation et oublié par le temps. À l'intérieur, il y avait un trésor, des plans vierges de 1973, des composants de fusées jamais utilisés et surtout des prototypes qui avaient été trop coûteux à tester à l'époque. « Mon Dieu !» murmura Isabelle, examinant une conception expérimentale de moteur. « C'est 50 ans d'avance sur tout ce que nous faisions à l'époque. » Marie, l'étudiante boursière, leva un plan. « Monsieur Morales, regardez ça. C'est une conception pour un système de fusée réutilisable. » Élie l'examina attentivement. Il se souvenait de cette conception. Elle avait été son projet le plus ambitieux, un projet pour lequel il n'avait jamais eu les ressources nécessaires pour construire. « Perrin a tout gardé, » murmura-t-il. Ils passèrent des jours à cataloguer la découverte. Une grande partie de l'équipement était encore fonctionnelle après un entretien approprié. Les conceptions n'étaient pas seulement récupérables, elles étaient révolutionnaires, même selon les normes actuelles. Mais la découverte la plus importante arriva lorsqu'Élie trouva un conteneur scellé dans la partie la plus profonde de l'entrepôt. À l'intérieur, des lettres personnelles de chaque scientifique du programme d'origine. Des lettres qu'ils avaient écrites mais jamais envoyées, expliquant leurs rêves pour le programme spatial français, leurs regrets quand il prit fin, leur espoir que quelqu'un un jour poursuivrait leur travail. Élie passa la nuit à lire ces lettres. Il y en avait une de chaque scientifique et ingénieur, y compris une de lui-même, une lettre qu'il avait écrite mais jamais envoyée à Espérance, expliquant pourquoi il renonçait à son rêve pour elle. Lire ses propres mots d'il y a 20 ans fut presque insupportable, mais ce qui le frappa le plus, c'est le nombre de ces esprits brillants qui s'étaient dispersés vers d'autres pays, vers d'autres carrières, vers d'autres rêves. « Nous devons les retrouver, » dit-il à Isabelle le lendemain matin. « Retrouver qui ? » « Mes anciens collègues, ceux qui sont encore en vie. Si nous voulons vraiment relancer la science spatiale française, nous devons reconstruire l'équipe. » Ce qui suivit fut une recherche de 6 mois. Des traqueurs d'ingénieurs partout dans le monde. Certains étaient devenus agriculteurs, d'autres enseignaient dans des universités. Plusieurs travaillaient pour des entreprises qui étaient directement en concurrence avec l'industrie française. Mais quand ils furent contactés, quand ils apprirent l'histoire d'Élie et du nouveau programme, quelque chose de remarquable se produisit. Le docteur Sophie Leclerc, qui avait travaillé sur les systèmes de guidage, quitta son emploi chez Boeing, l'ING. Charles Moreau, qui avait conçu des équipements de télémétrie, revint du Brésil. Le père Édouard Laurent, qui s'était spécialisé en matériaux, abandonna son poste au MIT. Un par un, l'équipe d'origine se réunit. Plus jeune, mais avec des décennies d'expérience supplémentaires. La réunion eut lieu dans le laboratoire, reconstruit à Toulouse, construite au même endroit où le programme original était mort.
Perrin, maintenant très malade mais soutenu par un fauteuil roulant, assista à la cérémonie. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Mon équipe, réunie à nouveau. » Mais la surprise que personne n'attendait arriva lorsque Perrin demanda une réunion privée avec Élie. « Il y a une chose de plus, » dit-il d'une voix plus faible qu'auparavant. « Un secret que j'ai gardé même pour vous. » De son attaché-case, il sortit une lettre si vieille que le papier était jauni. « Lisez-la, » dit-il. Élie ouvrit la lettre avec précaution. Elle était datée de juillet 1969, 3 jours avant le premier pas sur la Lune. Elle provenait de la NASA et était adressée au programme spatial français. « Chers collègues, nous sommes impressionnés par votre travail théorique sur les systèmes de propulsion. Nous souhaiterions vous proposer une mission conjointe, un satellite français déployé depuis un vaisseau spatial américain, mais utilisant des composants conçus en France. Nous pensons que cela pourrait être le début d'une longue collaboration entre nos programmes. » Élie leva les yeux, stupéfait. La NASA voulait collaborer avec nous en 1969 ? Oui, mais le climat politique, la France essayait de maintenir ses distances avec les États-Unis. Les responsables ont pensé que cela ressemblerait à de la dépendance, plutôt qu'à un partenariat. Et maintenant ? Maintenant, vous avez réussi ce que nous aurions dû faire il y a 25 ans. Vous avez fait de la France un partenaire égalitaire et non un participant mineur. Perrin sourit. Mon seul regret est que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir où cela mène. Comment l'histoire de l'espace allait-elle changer lorsque la France occuperait enfin sa place parmi les étoiles? Le moment décisif était sur le point d'arriver. Le docteur Perrin mourut paisiblement 3 semaines après la réunion. À ses funérailles assistèrent des scientifiques du monde entier, des fonctionnaires du gouvernement et de nombreux jeunes étudiants qui avaient récemment découvert l'héritage du programme spatial français. Dans son testament, il laissa tout à l'initiative spatiale Élie Morales, des fonds personnels, des propriétés à Toulouse et surtout les archives complètes du programme original. Le projet avait maintenant tout ce qu'il fallait pour réussir. Un soutien international, un appui gouvernemental, un financement privé et, ce qui était le plus important, une équipe qui combinait l'expérience à l'énergie juvénile. Mais le succès apporta des défis inattendus. « Élie, » dit Isabelle un matin, visiblement contrariée, « nous avons un problème. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Il y a eu des fuites, espionnage industriel. Quelqu'un vend nos conceptions d'injection asymétrique à des entreprises étrangères. C'était potentiellement dévastateur. Leur conception révolutionnaire du moteur pouvait donner à la France un avantage crucial dans la course spatiale commerciale. Si les concurrents obtenaient la technologie illégalement, des années de travail seraient gaspillées. On sait qui ? Nous soupçonnons quelqu'un de proche du projet, quelqu'un qui a un accès de haut niveau. L'enquête dura des semaines. Pendant ce temps, Élie continua à travailler, mais l'atmosphère avait changé. Les collègues se regardaient avec suspicion. L'esprit de collaboration était menacé. L'avancée vint d'une source inattendue. Marie, l'étudiante boursière. « D'un monsieur Morales, dit-elle, s'approchant de lui nerveusement. Je crois savoir qui vend nos secrets. » « Qui ? » Julien Dubois. Julien, l'un des membres originaux de l'équipe de l'Institut, était devenu l'ingénieur de confiance d'Élie. L'accusation fut un choc. « Marie, c'est une grave accusation. »« Je sais, mais je l'ai observé. Il a pris des photos des plans quand personne d'autre n'était là. Et la semaine dernière, je l'ai vu rencontrer quelqu'un d'une entreprise étrangère. » La confrontation avec Julien fut douloureuse. Lorsqu'on lui présenta les preuves, il s'effondra. « J'avais besoin d'argent, » confessa-t-il. « Ma fille a besoin d'une opération, un traitement expérimental. Cela coûte plus que mon salaire de 5 ans. »« Julien, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir ? » ?»« Parce que vous auriez aidé, et je ne pouvais pas accepter la charité. Pas de vous, pas après avoir vu ce que vous avez surmonté. » Ce fut un moment qui mit à l'épreuve tout ce qu'Élie croyait sur le leadership et l'humanité. « Julien, dit-il finalement, vous avez trahi notre confiance. Vous avez mis notre mission en péril. Mais vous l'avez fait pour votre fille ? Je sais, je vais démissionner. Non. Tout le monde dans la pièce se regarda avec stupéfaction. Non ? Demanda Isabelle. Julien subira les conséquences, mais il ne sera pas licencié. Nous aiderons au traitement de sa fille.
Nous trouverons un moyen de reconstruire la confiance, mais nous n'abandonnerons pas quelqu'un qui a commis une erreur par amour. » Ce fut une décision qui déconcerta beaucoup de gens, en particulier les administrateurs de la NASA. Mais cela transforma la dynamique de l'équipe. Julien, humilié et reconnaissant, devint leur travailleur le plus dévoué. L'équipe apprit que la confiance pouvait être reconstruite, que les erreurs ne devaient pas définir les personnes. Pendant ce temps, le programme spatial atteignit un jalon après l'autre. Leur premier lancement de satellite était prévu pour mars 1994, transportant des instruments conçus entièrement en France. Mais 3 jours avant le lancement, une autre crise survint. Élie. Daniel courut au laboratoire, essoufflé. « Quoi ? Le président a annulé le programme. Quoi ? Pourquoi ? Pression politique. Le franc est en dévaluation, crise économique. Ils disent que c'est trop cher de continuer. » C'était 1973, encore une fois. La myopie politique menaçant de détruire des années de travail. Élie s'assit lourdement. Il avait 73 ans. Combien de fois encore pourrait-il recommencer? Cette nuit-là, seul dans son bureau, entouré de plans et d'équations, Élie prit une décision difficile. Il prit le téléphone et appela l'administrateur de la NASA. « James, dit-il, j'ai besoin de vous demander un service, un grand. Tout ce que vous voulez, Élie. Pouvez-vous lancer notre satellite depuis une fusée américaine, comme prévu, mais sans la participation officielle du gouvernement français? C'est compliqué, politiquement complexe. Je comprends. Mais ce satellite transporte des expériences qui pourraient te profiter au monde entier. Surveillance climatique, système de communication pour les zones reculées, il ne s'agit plus d'orgueil national, il s'agit de la science au service de l'humanité. » Il y eut un silence de l'autre côté. « Donnez-moi 24 heures, » dit finalement James. Le lendemain matin, une nouvelle fracassante arriva. L'appel n'était pas seulement allé à la NASA. James avait contacté les agences spatiales du monde entier, européennes, japonaises, canadiennes et même russes. Dans l'après-midi, ils eurent une réponse. Un consortium international financerait et lancerait le satellite français. Ce serait une mission conjointe représentant la collaboration entre des nations autrefois adversaires. « Vous avez fait quelque chose d'inédit, » dit Isabelle à Élie. « Vous avez transformé notre rejet en la première mission spatiale civile véritablement internationale. » Le lancement, en mars 1994, fut retransmis dans le monde entier. Le satellite français, emporté par une fusée américaine avec des composants européens et surveillé par des stations terrestres russes, représentait une nouvelle ère de coopération spatiale. Lorsque la fusée s'éleva dans le ciel bleu au-dessus du centre spatial Kennedy, Élie se tenait parmi la foule internationale de scientifiques. Pour la première fois en plus de 20 ans, un système conçu en France se dirigeait vers l'espace. Mais le moment le plus émouvant arriva après. Parmi les félicitations et les célébrations, une jeune femme s'approcha de lui. « Monsieur Morales, » dit-elle avec un anglais à fort accent, « je m'appelle Anna Volkov, je suis de l'agence spatiale russe. Enchantée, Anna. Mon grand-père a travaillé au programme spatial soviétique. Avant de mourir, il m'a parlé d'un ingénieur français qu'il admirait. Quelqu'un qui avait des idées brillantes, mais dont le programme a été annulé. » Les yeux d'Élie s'écarquillèrent. « Votre grand-père connaissait notre travail? » »« Oui, il m'a dit que cet homme avait une grande âme et qu'il n'avait jamais cessé de croire aux étoiles. » Une larme coula sur la joue d'Élie. Le cercle était enfin bouclé. Le récit du concierge qui avait touché les étoiles était complet. L'histoire d'Élie Morales, l'ingénieur qui avait vaincu l'oubli, était gravée dans le ciel. Et en cette nuit d'hiver, dans le ciel sombre et étoilé, la France regardait vers le futur, prête à conquérir l'espace, une étoile à la fois. Fin. Le satellite français, emporté par une fusée américaine avec des composants européens et surveillé par des stations terrestres russes, représentait une nouvelle ère de coopération spatiale. Lorsque la fusée s'éleva dans le ciel bleu au-dessus du centre spatial Kennedy, Élie se tenait parmi la foule internationale de scientifiques. Pour la première fois en plus de 20 ans, un système conçu en France se dirigeait vers l'espace. Mais le moment le plus émouvant arriva après. Parmi les félicitations et les célébrations, une jeune femme s'approcha de lui. « Monsieur Morales, » dit-elle avec un anglais à fort accent,
Je m'appelle Anna Volkov. Je suis de l'agence spatiale russe. Enchantée, Anna. Mon grand-père a travaillé au programme spatial soviétique. Avant de mourir, il m'a parlé d'un ingénieur français qu'il admirait. Quelqu'un qui avait des idées brillantes mais dont le programme a été annulé. Les yeux d'Élie s'écarquillèrent. Votre grand-père connaissait notre travail? Oui. Il a dit que le concept d'injection asymétrique a été discuté, à Moscou dans les années 70. Il se demandait toujours ce qu'il était advenu du français qui l'avait inventé. Elle lui tendit une enveloppe. Il vous a laissé cette lettre, espérant qu'un jour nos pays pourraient travailler ensemble dans l'espace. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite en français. À l'ingénieur français au brillant esprit, vos idées nous ont aidés à améliorer nos propres fusées. Peut-être qu'un jour nous travaillerons ensemble. L'espace appartient à toute l'humanité, pas seulement aux superpuissances. Dmitri Volkov, 1975. Le succès international du satellite français lança Élie dans une nouvelle classe de célébrité. Il devint le symbole de la persévérance scientifique, la preuve que des esprits brillants pouvaient émerger de n'importe quelle société avec le soutien adéquat. Les invitations arrivèrent du monde entier. Des universités le voulaient comme professeur invité, des gouvernements recherchèrent ses conseils, de jeunes scientifiques citaient ses formules. Mais la renommée était une arme à double tranchant. « Élie » dit Isabelle un jour visiblement contrariée, « il faut qu'on parle. » Ils étaient dans son bureau dans les installations reconstruites à Toulouse, entourés du chaos contrôlé de la recherche active. On vous sollicite dans trop de directions. Des engagements oratoires, des consultations, des interviews dans les médias. Quand est-ce que vous avez travaillé pour la dernière fois sur de l'ingénierie pour de vrai? Elle fit une pause, réalisant qu'elle avait raison. Dans les 6 mois qui avaient suivi le lancement du satellite, il avait passé plus de temps à parler de science qu'à en faire. J'ai réfléchi, continua Isabelle, à créer un poste différent pour vous, directeur émérite. Vous vous concentreriez sur la vision stratégique, le mentorat, et oui, un peu de représentation publique. Mais vous auriez le temps de rechercher de nouveau pour de vrai. C'était un conseil avisé, mais Élie hésita. Après des décennies d'invisibilité, la reconnaissance ressemblait à une validation qu'il ne pouvait abandonner. La décision fut prise pour lui d'une manière inattendue. Marie, maintenant ingénieure en poste dans son équipe, s'approcha de lui avec un problème. « Monsieur Morales, j'ai besoin d'aide pour quelque chose, mais je crains que vous ne soyez trop occupé. Je ne suis jamais trop occupé pour vous. C'est l'anniversaire de ma sœur. Elle veut devenir ingénieure comme moi, mais nos parents pensent que c'est impossible. Ils pensent que les filles de notre quartier devraient se consacrer à des métiers traditionnels. Comment puis-je aider? Pourriez-vous venir, juste 1 heure, si elle vous rencontre? Si elle voit que les ingénieurs sont des personnes réelles qui viennent d'endroits comme le nôtre. » La fête avait lieu à Nanterre, dans un centre communautaire qui avait connu des jours meilleurs. Le contraste avec les brillantes réceptions auxquelles il avait assisté était saisissant. Mais quand Élie entra dans la pièce bondée, sentant le parfum du couscous et des décorations faites main, quelque chose changea en lui. C'était réel. C'était des personnes réelles avec de vrais rêves. La sœur de Marie, Sophie, avait 15 ans et était timide. Mais quand elle sut qu'Élie concevait des fusées, ses yeux s'illuminèrent du même feu qu'il avait vu chez d'innombrables jeunes scientifiques. « Est-ce vrai que vous nettoyez des planchers ?» demanda-t-elle. « Oui. Et maintenant, vous travaillez avec la NASA ?»« Parfois. Alors les rêves deviennent-ils réalité ?»« Les rêves peuvent changer, Sophie, mais ils ne doivent pas mourir. » Il passa 3 heures à cette fête, et non 1. Il dansa avec l'adolescente, mangea des crêpes dans des assiettes en carton et répondit à d'interminables questions sur l'espace posé par des parents curieux. Quand il partit, il se sentit plus accompli qu'après n'importe quelle conférence prestigieuse. « Je sais ce que je dois faire », dit-il à Isabelle le lendemain. « Quoi ? Créer une école, pas seulement pour les adultes, pas seulement pour les étudiants déjà expérimentés, pour les enfants, pour tous ceux qui rêvent mais qui pensent que rêver n'est pas pour les gens comme eux. » Et ainsi naquit l'Académie des sciences Élie Morale. Située au cœur de Nanterre, elle ne ressemblait à aucune institution éducative que la France ait connue. C'était gratuit, c'était ouvert à tous les âges. Ses professeurs étaient des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens en activité. Mais le plus important, elle fonctionnait selon un principe qu'Élie appelait « éducation digne ».
Chaque étudiant est un scientifique, telle était la devise. Certains ne sont qu'un peu plus avancés dans leur parcours. Le programme d'études était révolutionnaire. Les étudiants apprenaient les mathématiques en construisant des fusées. Ils étudiaient la physique en programmant des satellites. Ils comprenaient la chimie en créant du carburant pour les fusées. Mais ils apprenaient aussi l'échec, la persévérance et la dignité de tout travail honnête. Sur le mur de chaque salle de classe, il y avait un message simple. Le concierge qui balaye ses planchers est aussi important que l'astronaute qui voyage dans nos fusées. Respectez tout le monde, servez tout le monde, rêvez avec tout le monde. La première promotion de l'école comptait 36 étudiants. 12 sont allés dans des universités avec des bourses complètes. 10 sont allés travailler directement dans l'industrie aérospatiale. 14 ont suivi d'autres carrières, mais sont restés impliqués dans la science en tant que bénévoles. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Élie prononça un discours qui serait mémorisé pendant des décennies. Vous ne sortez pas seulement de l'école, vous sortez de la limitation. Certains d'entre vous concevront des fusées, d'autres enseigneront. Certains dirigeront des entreprises, d'autres nettoieront des bureaux. Mais vous vous souviendrez tous que la dignité humaine ne vient pas de ce que vous faites, mais de la façon dont vous le faites. Parmi les étudiants diplômés se trouvait Sophie, la sœur de Marie. Elle avait été acceptée à l'école polytechnique avec une bourse complète, avec une lettre de recommandation d'Élie lui-même. Alors qu'elle acceptait son diplôme, elle lui murmura « Merci de m'avoir montré que les rêves ne sont que des objectifs avec une date limite. » 5 ans plus tard, l'Académie des sciences Élie Morales s'était étendue à 12 antennes dans toute la France. Ces diplômés étaient dans des universités du monde entier, travaillant dans des industries de pointe. Et ce qui était le plus important, revenant dans leur communauté pour partager leurs connaissances. La technologie du moteur à injection, asymétrique, était devenue la norme industrielle pour les satellites commerciaux. Les composants conçus en France volaient dans des fusées américaines, européennes et asiatiques. Le garçon qui avait autrefois rêvé d'atteindre l'espace avait aidé tout son pays à atteindre les étoiles. Mais peut-être la plus grande victoire était-elle plus personnelle. En 1999, la NASA annonça la sélection de la première astronaute française. Parmi un groupe de candidats exceptionnels, ils choisirent Sophie Dupont-Morales, la sœur de Saturn D. Marie, diplômée de l'Académie Élie Morales, est la première personne de Nanterre à voyager dans l'espace. « Quand je serai là-haut, dit-elle lors de sa conférence de presse, j'emporterai avec moi chaque personne qui a un jour nettoyé un plancher en rêvant des étoiles. » Élie, maintenant âgé de 78 ans, mais toujours aussi lucide que jamais, était assis au premier rang, les larmes coulant sur son visage. Daniel, qui était devenu un avocat prospère spécialisé dans les brevets technologiques, se pencha. « Comment vous sentez-vous »« Comme si j'avais bouclé la boucle, » murmura Élie. « Mais aussi comme si j'en commençais une nouvelle. » Le lancement était prévu pour le 15 mars 2000, presque exactement 27 ans après qu'Élie ait quitté le programme spatial pour s'occuper d'Espérance. La veille du lancement, Élie était assis seul sur un banc à l'extérieur du centre spatial de Floride, observant la fusée sur le pas de tir. Elle était si différente des fusées Ariane de sa jeunesse, mais le principe était le même. L'ingéniosité humaine défiant la gravité. Une silhouette s'approcha de l'obscurité. C'était Sophie. « Monsieur Morales, vous ne devriez pas être au dîner de prévol. Je voulais un peu de tranquillité. Ça vous ennuie que je vous accompagne ?» Ils s'assirent, dans un silence confortable, observant les techniciens travailler sur la fusée illuminée. « Vous êtes nerveux ?» demanda-t-il. « Oui, mais pas pour les aspects techniques. Je sais que la fusée fonctionne. J'ai confiance en l'équipe. Alors quoi? De représenter quelque chose de plus grand que moi. De ne pas décevoir les gens qui me voient comme un symbole. » Élie hocha la tête. « Je comprends. Vous comprenez? Vous êtes devenu une grande source d'inspiration. Des livres, des documentaires, des écoles portent votre nom. Ne ressentez-vous jamais la pression? » « Tous les jours. » Il fit une pause. « Mais j'ai appris quelque chose d'important. Nous ne sommes pas responsables d'être des symboles parfaits. Nous ne sommes responsables que d'être des exemples honnêtes. Quelle est la différence? Les symboles sont des statues de marbre sur des piédestaux. Les exemples sont des personnes qui échouent, qui apprennent, qui se relèvent et qui vont de l'avant. La France n'a pas besoin de héros parfaits, Sophie.
La France a besoin de gens réels, qui refusent de renoncer à leurs rêves. Sophie sourit. C'est pour ça que vous n'êtes pas à la fête du dîner? En partie. Mais je suis principalement ici parce qu'il y a 27 ans, j'ai pensé que je disais adieu à l'espace pour toujours. Ce soir, c'est comme si je revenais à la maison. Le lendemain matin, lorsque la navette de Sophie s'élança dans le ciel dégagé de Floride, Élie était avec sa famille, avec ses anciens collègues, avec des centaines de scientifiques et d'ingénieurs français qui avaient rendu ce moment possible. La fusée décolla avec un rugissement qui secoua le sol. Alors qu'elle montait, devenant un point de lumière brillant contre le bleu, Élie sentit une main se glisser dans la sienne. C'était Marie, la sœur de Sophie, maintenant, directrice des opérations dans les installations de Toulouse. « Elle est là-haut grâce à vous, » dit Marie. « Non, » répondit Élie en regardant la navette disparaître en orbite. « Elle est là-haut grâce à nous tous, parce qu'elle n'a jamais permis à personne de lui dire où étaient les limites. » Depuis l'espace, la première transmission de Sophie arriva 12 heures plus tard. « Contrôle au sol, ici, Sophie. Je regarde la France en ce moment. Je peux voir les lumières de Paris, les ombres des toits, le ruban argenté de la côte. Mais ce que je vois vraiment, c'est du potentiel. Le potentiel de chaque enfant qui pense qu'il ne peut pas atteindre les étoiles à cause de son origine. Aujourd'hui, nous démontrons que tout le monde peut voler. » L'image devint une icône. Sophie flottant dans la navette, tenant un petit drapeau français et une photographie d'Élie avec son uniforme de concierge. Tous deux symboles du voyage qui les avait amenés jusqu'ici. Pendant sa semaine dans l'espace, Sophie réalisa des expériences conçues par des étudiants des académies morales. Elle testa les effets de la microgravité sur les plantes cultivées en sol français. Elle utilisa des instruments construits à Toulouse. Mais peut-être le plus important, elle organisa des vidéoconférences avec des étudiants de toute la France, répondant à leurs questions et inspirant la prochaine génération. « Monsieur Morales nous enseigne qu'il n'y a pas de petits rêves, » dit-elle à un groupe d'enfants d'une école rurale de Bretagne. « Juste une petite pensée sur les rêves. » Quand elle revint sur Terre, les célébrations balayèrent le continent. Mais pour Élie, la véritable récompense arriva en silence, lors d'une petite cérémonie à l'Académie à Nanterre. Les étudiants avaient préparé une surprise. Ils avaient construit un modèle réduit de la navette, et à l'intérieur, ils avaient placé des lettres, des centaines de lettres, d'étudiants, de concierges, de professeurs et de membres de la communauté. « Nous voulions que vous sachiez, » dit Roberto Dupont, âgé de 10 ans, dont le père était concierge d'hôpital, « que vous ne nous avez pas seulement aidés à atteindre les étoiles, vous nous avez aidés à voir que nous étions toujours dignes de les atteindre. » En lisant les lettres, Élie trouva des histoires qui le touchèrent aux larmes. Une mère qui était retournée à l'école après avoir vu que l'âge n'était pas une barrière. Un concierge d'une entreprise technologique qui avait commencé à inventer et dont les idées étaient maintenant brevetées. Des enfants qui se tenaient plus droit, marchaient avec plus de fierté, rêvaient en grand parce que quelqu'un leur avait montré que les origines ne déterminent pas les destins. Mais la lettre qui le toucha le plus venait d'une source inattendue. Le juge Valois du palais de justice. « Monsieur Morales, disait-elle, j'écris ceci avec une profonde humilité. Depuis notre rencontre, j'ai appris sur la dignité de la source la plus improbable, mon propre concierge, Raymond. Je connais désormais son nom, son histoire, ses rêves. Vous m'avez appris que le respect ne se gagne pas par la position, mais par l'humanité. Merci pour cette leçon. Je mets en place un fonds de bourse pour le personnel de nettoyage qui souhaite faire des études. Le premier bénéficiaire est déjà inscrit au cours du soir. Son rêve est de devenir ingénieur. Comme vous, il refuse de laisser les circonstances définir son plafond. Ernest Valois, juge à la Cour de cassation. Par une chaude nuit de mars 2001, exactement 1 an après le vol historique de Sophie, Élie s'assit à son endroit préféré, la plateforme d'observation des installations de Toulouse, où il pouvait voir à la fois les laboratoires reconstruits et le ciel infini au-dessus. À 79 ans, il se déplaçait plus lentement qu'avant, mais son esprit restait vif comme toujours. Le réseau scolaire s'était étendu à 23 antennes. Les satellites français étaient lancés régulièrement. Le pays était devenu un acteur respecté dans la coopération spatiale internationale. Mais plus important que les réalisations technologiques, il y avait quelque chose de moins tangible. Un changement culturel.
Les Français ne voyaient plus l'exploration spatiale comme quelque chose pour les autres. L'effet Morales, comme l'appellent les sociologues, avait créé une génération qui croyait en la possibilité d'aller au-delà de ces circonstances. Daniel lui rendit visite ce soir-là, comme il le faisait toutes les semaines. À 41 ans, il était devenu un avocat prospère spécialisé dans les brevets technologiques, mais il n'oublia jamais le rôle que la découverte d'Ellie avait joué dans sa vie. « J'ai une nouvelle », annonça Daniel en s'asseyant sur la chaise à côté d'Ellie. « De bonnes nouvelles? Les meilleures. Hollywood veut faire un film sur votre histoire. » Ellie rit. « Qui m'interpréterait? Le jeune ingénieur beau gosse ou le concierge invisible? » « En fait, » sourit Daniel, « ils veulent que vous vous interprétiez vous-même, dans les scènes où vous êtes plus âgé. Je suis retraité de beaucoup de choses, Daniel, mais pas du bon sens. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, observant le coucher de soleil sur les montagnes pyrénéennes. « Ellie, » dit Daniel finalement, « vous regrettez jamais les années que vous avez passées à nettoyer? Jamais. Vraiment? 20 ans d'invisibilité? Ces années n'ont pas été invisibles, Daniel. Ce furent des années de préparation. Chaque plancher que j'ai nettoyé m'a appris l'humilité. Chaque personne qui m'a regardé à travers moi m'a appris l'empathie. Chaque jour où j'ai choisi la dignité plutôt que l'amertume m'a appris que le caractère, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive. » Il désigna le ciel où apparaissaient les premières étoiles. « Si j'étais resté dans l'ingénierie toutes ces années, j'aurais peut-être construit de meilleures fusées, mais je n'aurais pas construit une meilleure entreprise. Je ne comprendrais pas que la personne qui nettoie le laboratoire est aussi cruciale que la personne qui conçoit les expériences. » Daniel hocha la tête. « Le mariage est le mois prochain. »« Le mariage de Sophie? »« Oui. » Elle insiste. « Pour que vous l'accompagniez à l'hôtel. Je suis honoré, mais pourquoi? Parce que vous êtes la personne qui a enseigné que les parents ne sont pas définis par la biologie, mais par ceux qui se manifestent quand cela compte. » Un mois plus tard, au mariage de Sophie avec un autre ingénieur qu'elle avait rencontré pendant l'entraînement des astronautes, Ellie l'accompagna à l'autel dans la même église où sa propre femme avait prié pendant sa maladie. Le symbolisme ne passa inaperçu à personne. « J'aurais aimé qu'Espérance puisse voir ça, » murmura-t-il à Sophie alors qu'il marchait. « Elle peut, » murmura Sophie en retour. « Elle est dans chaque décision que vous avez prise, dans chaque porte que vous avez ouverte, dans chaque rêve que vous avez refusé de laisser mourir. » Lors de la réception, tandis qu'Ellie observait la célébration, des scientifiques dansant avec des concierges, des étudiants riant avec des professeurs, des personnes de tous les horizons réunis dans la joie, il ressentit un profond sentiment de plénitude. Plus tard, ce soir-là, alors que la fête touchait à sa fin, il se retrouva sur un balcon tranquille avec vue sur les lumières de la ville. Marie le rejoignit. « Vous pensez au passé? À l'avenir, en réalité. Que voyez-vous? Dansez des possibilités. Partout où je regarde, je vois des Français qui croient qu'ils peuvent accomplir n'importe quoi. Cela vaut plus que n'importe quelle fusée que j'ai conçue. Les diplômés de l'Académie ont eu une idée, » dit Marie. « Ils veulent créer un programme d'échange international. Des concierges d'autres pays qui viennent en France pour suivre des cours de sciences, tandis que des étudiants français se rendent à l'étranger pour apprendre différentes perspectives. » Les yeux d'Ellie s'illuminèrent. « Le programme d'échange de la dignité? Quelque chose comme ça, qu'en pensez-vous? Je crois qu'Espérance approuverait. » Alors qu'ils se tenaient là, une étoile filante traversa le ciel, claire et nocturne. « Faites un vœu, » dit Marie. Ellie ferma les yeux, non pour faire un vœu, mais pour remercier. « Merci pour les secondes chances. Merci pour des personnes comme Daniel, qui ont vu au-delà des apparences. Merci pour des étudiants comme Sophie qui ont transformé l'inspiration en action. Merci pour chaque instant qu'il avait amené ici. Quand il ouvrit les yeux, l'étoile avait disparu, mais sa trace persistait dans sa vision. « Qu'avez-vous souhaité ?» demanda Marie. « Que tous apprennent ce que j'ai appris. Que les étoiles ne sont pas réservées à quelques privilégiés. Elles attendent tous ceux qui sont prêts à les atteindre. » Par une tranquille matinée de mardi de décembre 2003, Ellie Morales s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Il avait 81 ans. Ses funérailles furent différentes de toutes celles que la France ait connues. D'anciens concierges servirent de porteurs de cercueils aux côtés de prix Nobel. Des enfants des académies chantèrent aux côtés de physiciens de renommée mondiale.
Le président de la République prononça une éloge funèbre, mais aussi Raymond, le gardien de la sécurité du palais de justice. Sur sa pierre tombale, selon ses propres instructions, on pouvait lire ces simples mots: Élie Morales, ingénieur, enseignant, concierge. Il a prouvé que la dignité n'a rien à voir avec ce que vous faites, et tout à voir avec qui vous êtes. Visez les étoiles, mais n'oubliez pas d'aider les autres à trouver leur tremplin. En dessous de cela, ajouté par ses élèves, certaines personnes craignent des fusées qui échappent à la gravité. D'autres craignent l'espoir qui échappe aux limites. Il a fait les deux. Des années plus tard, lorsque les astronautes français voyageaient régulièrement vers la Station spatiale internationale, à mesure que le pays se faisait connaître pour sa technologie aérospatiale innovante, à mesure que les enfants des communautés défavorisées poursuivaient régulièrement des carrières scientifiques qui avaient autrefois semblé impossibles. On se souviendrait de l'homme qui avait démontré que les circonstances ne sont pas le destin. L'Académie des sciences Élie Morales s'est développée pour compter plus de 100 antennes dans le monde. Le principe de la dignité est devenu une pratique standard dans les entreprises du monde entier. Sa technologie d'injection asymétrique est devenue l'épine dorsale des voyages spatiaux commerciaux, et l'histoire continua. Fin. Mais grand héritage résida dans quelque chose de plus simple. Les millions de personnes qui, face aux limitations, se souvinrent du concierge, devenus ingénieurs, et décidèrent que leur propre potentiel était illimité. Par les nuits claires dans les installations de Toulouse, les travailleurs affirment encore qu'ils peuvent voir une étoile supplémentaire dans le ciel, une étoile qui n'était pas là auparavant. Les scientifiques écartent cela comme une imagination, mais les concierges le savent mieux. Ils savent que c'est Élie qui continue de montrer le chemin à tous ceux qui rêvent d'aller au-delà de leurs circonstances. Et dans les salles de classe, les laboratoires et les lieux de travail modestes du monde entier, sa leçon résonne. Les étoiles appartiennent à tous ceux qui sont assez courageux pour les atteindre. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé, et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.